Divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, j'espère que vous allez bien, c'est lundi aujourd'hui, ravi de vous retrouver, nous sommes le 31 mai et c'est parti pour une nouvelle semaine de débat, d'échange, de partage et de décryptage de l'actualité. C'est parti donc pour votre émission, le Grand Forum sur France Maghreb 2. Avec et au programme aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'Emmanuel Macron qui a l'envie, le souhait, peut-être émis l'hypothèse en tout cas de quitter le Mali. On fera le détail évidemment tout à l'heure de ce pourquoi il entend quitter le Mali tout à l'heure sur France Maghreb 2. Avec aujourd'hui aussi les nouvelles conditions d'entrée sur le territoire algérien qui entrent en compte à partir de demain, ce qui occasionne pas mal de contestations avec des restrictions assez importante quand même pour pouvoir se rendre sur le territoire algérien. On en reparlera aussi en détail. Et puis d'élections et les élections régionales et départementales qui approchent à grands pas le 20 et 27 juin prochain. Il y a eu une élection législative partielle dans le 20e arrondissement et un taux de participation extrêmement faible, 15%. Du coup, on se posera la question, faut-il, oui ou non, rendre le vote obligatoire en France? Est-ce que vous y êtes favorable? Tous ces sujets et toutes ces problématiques, tous ces sujets que vous allez pouvoir débattre avec nous au 01 40 33 9000. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Avec pour nous accompagner aujourd'hui Madame Sabrina Sebahi. Comment ça va ma Sabrina? Bonsoir. Oui, bonsoir. J'allais bonsoir. dire, c'est pas l'heure, mais si, en fait, il oui. est plus de 16h, donc on peut dire bonsoir. C'est vrai. Donc bonsoir Christophe, bonsoir Sabrina. Et à tous les auditeurs et auditrices du Grand Forum. Sabrina Sebahi. Alors, Sabrina, elle en est où? Elle est toujours chez ELV, Europe Écologie Les Verts, évidemment, plus que jamais. Conseiller départemental? Non, je suis pas conseillère départementale, moi. Moi, j'en sais rien. Vas-y, t'es quoi, Sabrina? Dis-moi, je me rappelle. Co-secrétaire régional pour Europe Écologie Les Verts. Co-secrétaire régional pour Europe Écologie Les Verts. Il y a des élections importantes pour vous, régionales et départementales. Importantes pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, mais pour vous aussi. Monsieur Gamal Abina, lui, il vote pareil. Il n'est pas concerné par ces élections. Si, je vote toujours. Ah bon. Oui, non, mais tu votes, mais t'es pas prétendant. Ah non, mais je fais que voter, moi, je suis un acteur passif. Bonjour mon Gamal, comment ça va? Ça va les amis? Oui, les droits civiques, c'en est où? Ça dort un peu, mais ça se réveille en septembre. J'espère bien. Bon, très bien. Alors, Farid Tamsamani aussi va nous rejoindre. L'ami Farid, toujours en retard, Farid. Il se fait attendre. Fidèle à lui-même. Et oui, il sera avec nous dans quelques instants, évidemment. Pour l'heure, on va commencer tranquillement cette émission par le petit quiz, les amis, des petites questions. Le quiz. Une chose importante, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, sur lundi 31 mai jusqu'au 6 juin prochain, à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous allons, comme beaucoup d'autres médias, fêter les 100 ans de la radio. C'était en 1921 qu'a été lancée officiellement la radio. En fait, c'est 100 ans. Et par conséquent aussi les 34 ans de France Maghreb. Voilà, on va en parler avec nos différents invités. Alain Liberty, le président du CIRTI, le syndicat évidemment des radios et télévisions, sera notre invité à 18h15, ainsi que le président de France Maghreb 2, Tarek Mami, tout à l'heure pour cette édition spéciale. Donc tout au long de la semaine, nous aurons de nombreux invités, Nicolas Curien et Alain Bouteri qui sera avec nous aussi, enfin plein d'invités tout au long de la semaine pour parler de cet anniversaire particulier, les 100 ans de la radio. Cette radio qui vous permet de vous exprimer, Gamal et Sabrina. Première question, ça s'est passé un 31 mai. Funérailles de quel poète en 1885? 1885. C'est passé de l'Arc de Triomphe jusqu'au Panthéon. Un poète, ça. Funérailles d'un poète très connu. C'est pas Aragon? Non. Évidemment, c'est trop vieux. Un poète connu? Ah oui. Apollinaire? Non. Très connu. Oui. Très connu.
Les funérailles de quel poète en 1885? Ah, c'est une très De bonne l'Arc de Triomphe jusqu'au Panthéon. Victor? Victor Hugo. Bah oui. Ah, poète, c'est un romancier avant toute Ouais, chose. bah c'est un poète aussi. Tu m'engraines, il a fait un peu de poésie, mais c'est. Romancier, c'est plus connu quand même, Christophe. Bah, attends. Si tu m'avais dit romancier, je t'aurais dit Victor Hugo, effectivement. Non mais attends, le mec, poète, Victor Hugo, tout le monde connaît, Non, mais gamin, non, arrête tes conneries. c'est pas là qu'il a brillé. Hein. Oui, enfin, il a fait des poésies aussi. Oui, mais très peu. Enfin, c'est pas ce qu'il a fait. Moi j'ai appris à l'école des poésies de Victor Hugo. Pardon. Ouais, bah, bon, Bah oui. c'est surtout les romans de Victor Hugo, quand Oui, même. non mais d'accord, romancier, bon si tu veux, allez. Sans pitié. Voilà. Quel président de la République nomme De Gaulle comme président du Conseil en 1958? En 58. Ouais. C'est pas Malaise France qui est plus Non. là. C'est pas Poincaré, non, c'est n'importe quoi. Vous êtes très brillant aujourd'hui. Hein, Non, non, comme ça. je- Non, suis on fatigué. sèche aujourd'hui, il fait Ouais. trop chaud. Je vais être très honnête, j'ai dormi 2 heures cette nuit. Je vous cache pas que. 36-15 ta vie, gars. Ouais, c'est ça, exactement. Donc 2 heures de sommeil, t'es déglingué. Alors attends, président qui l'a nommé. Quel président de la République pas nomme Blum, c'est sûr. De Gaulle comme président du Conseil en 58? C'est pas Blum par miracle? Non, Non. René. Ah, René Coty. Voilà, Ok. merci. Qu'est-ce qui a été inauguré en 1987 en France? C'est un parc d'attractions, lequel? Euro Disney. Non, pas du tout. Pas de chance. Alors Astérix. Non, c'est pas en région parisienne. C'est pas en région parisienne, Non. pas d'attraction. Ah oui, Futuroscope. Futuroscope est une bonne réponse, c'est à Poitiers. Bravo. À Poitiers. Qui succède? Les journées d'été d'Europe Écologie des Verts. Quoi? Non, les journées d'été des écologistes auront lieu à Poitiers cette année d'ailleurs. Ah bon? C'est là où on arrête qui là déjà? On arrête les. On arrête les Arabes? C'est ça. C'est ça. On arrête les écolos Plus alors. À Non, Poitiers. plus l'islamo-gauchisme. Qui succède à Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, à Matignon en 2005? Ouh, Raffarin. Oh là, ça c'est vieux ça. 2005, c'est sous Sarkozy ça. Donc, non, même Non, pas ça, non, bon. Chirac. Non. C'est Chirac, c'est ouais, Chirac. 2005, je suis bête, ouais. Ah oui, c'est Oui. c'est le grand héros de. À Matignon, Oui, à Matignon. Il a été Premier Premier ministre. ministre. Après Raffarin. Oh. Ah oui, c'est Juppé. Non. Non, c'est pas Juppé, ça peut être. Ah, mais je suis bête, bah oui, c'est monsieur le grand discours à l'ONU. Oui. là. C'est Villepin. C'est Oui, Villepin, voilà. bonne Ouais, réponse. ouais. Je cherche à présent un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain. Il est né en 1930. Comme indice, pour une poignée de dollars. Clint Eastwood. Clint Ouais, Eastwood, bonne ouais. réponse. Et il est âgé, hein. Tu m'as dépassé. Ah, il est vieux, Il est vieux, ouais. Le bon, La le brute et le brute truand. et le truand. American Sniper aussi. Le Canada, super. Incroyable, hein. Super Sacrée film. carrière ce monsieur. Ouais. Et surtout l'inspecteur Harry, 5 volets, extra. Je cherche un ancien président de la Côte d'Ivoire. Il est né lui en 1945. Gbagbo. Gbagbo, bonne réponse. Effectivement, il a été président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2011. Les Verts joués. Bon, Le plus connu. vous avez très mal démarré, vous avez mieux terminé Ouais. ce quiz aujourd'hui. Dans un instant, on va parler un peu des élections qui se profilent les 20 et 27 juin, les élections régionales et départementales. Et se référant un petit peu à ce qui s'est passé hier dans le 20e arrondissement, une élection législative partielle, le taux de participation 15%, extrêmement faible. Au deuxième tour, on aura le droit à un duo entre une socialiste et la France insoumise. Faut-il rendre le vote obligatoire? Et puis surtout, en amont, est-ce que vous allez vous déplacer pour aller voter? Est-ce que vous vous sentez concerné par ces régionales et départementales? Vous nous appelez au 01 40 39 000, on en parle dans un instant avec nos débatteurs du jour. On parlera aussi de Emmanuel Macron qui envisage et émet l'hypothèse de quitter le Mali, de retirer ses troupes, parce qu'il trouve que finalement c'est en train de s'islamiser un petit peu trop, cette histoire. Et ça l'inquiète, le président de la République. Faut-il que la France s'en aille? Et on parlera d'Algérie tout à l'heure à 17h30 avec les nouvelles conditions d'entrée sur le territoire algérien qui entrent en compte à partir de demain. Il va falloir débourser un peu plus que le billet qui est déjà très cher. Un pack effectivement est disponible pour les Algériens souhaitant se rendre sur le territoire algérien, comprenant le test PCR plus 5 nuits d'hôtel d'isolement pour les personnes souhaitant se rendre, sauf ne sont pas concernés les étudiants, les enfants de moins de 12 ans et les personnes âgées à faible revenu. Voilà, rien ne sert de se rendre devant les agences d'Air Algérie car elles sont fermées. Il y avait des queues absolument invraisemblables à Marseille et à Paris cet après-midi. Ça ne sert à rien, tout se passe en ligne sur Internet. Plus d'infos aussi à venir demain. Que pensez-vous de ces nouvelles conditions d'accès et d'entrée sur le territoire algérien? L'Algérie qui réouvre ses frontières après 1 an et demi de fermeture. Depuis le début de la pandémie, l'Algérie avait décidé
c'est un choix, on peut en discuter, en débattre, de fermer ses frontières pour ne pas prendre le risque de faire venir le virus à nouveau. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre, on est de retour dans un instant. Sabrina Sebaï, Kamel Abina, toujours pas de nouvelles de Tam Samani? Non. Toujours pas. Toujours pas. À la recherche, on lance un appel à la recherche de Tam Samani, à tout de suite. Christophe sur France Maghreb 2. Et ouais, ça s'appelle le Grand Forum, les amis. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Nous sommes aujourd'hui le lundi 31 mai et ils sont trois, ça y est, au complet. Madame Sabrina Sebaï, Monsieur Gaben Abina et Monsieur Farid Tamsamani. D'habitude, c'est le vendredi, Farid Tamsamani. Là, c'est le lundi. Exact. Comment ça va, mon Farid? Très bien, et toi? Bah, je suis ravi de te retrouver. Pareillement. Comment ça va? Écoute, ça va, on fait aller. Hein. Bon, eh fait ben, aller. écoute, sois le bienvenu. Alors, 3 sujets aujourd'hui vont nous occuper. Les élections et le taux de participation. Tu sais qu'hier, il y a eu, chers amis auditeurs, auditrices, une élection législative partielle dans le 20e. 15% de participation. Les gens ne sont plus du tout intéressés par les élections. Or, il y a quand même 2 échéances importantes qui approchent à grands pas. Les 20 et 27 juin prochains, les départementales et régionales. Et la question va se la poser en substance. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire le vote pour que, enfin, les gens puissent s'intéresser davantage aux politiques, puis surtout puissent voter, qu'on puisse avoir peut-être une participation un peu plus importante, parce que là, vraiment, quand on voit des taux de participation comme ça, c'est inquiétant. Est-ce que c'est le monde politique qui doit se réformer en profondeur? Est-ce que les gens ne sont plus intéressés parce que justement les politiques font en sorte qu'on ne s'y intéresse plus, peut-être pour favoriser quelques-uns des partis? Bref, toutes ces questions, on se les pose ensemble. 01 40 33 9000. Sabrina, toi qui es chez Europe Écologie Les Verts, dans un parti donc, que tout le monde connaît, concerné comme tous les partis par ces élections, pour les législatives partielles dans le 20e, on repassera pour les écolos, puisque c'est une socialiste et une de la France Insoumise qui sont au 2e tour. Comment passera, oui, pour le coup, vous n'y êtes pas. Donc, on n'est voilà. pas au second tour, mais bon, quand même, la candidate EELV fait 8 points de plus par rapport aux dernières législatives. Donc, on se rassure comme on peut. Non, c'est pas se rassurer comme on peut, mais si tu veux, quand tu as 15% de participation et que la candidate fait quand même 8 points de plus, je trouve que faut en tenir compte, c'est pas anodin. Et oui, alors après le second tour, effectivement, ça sera PS LFI. Bon, j'ai envie de te dire, c'est à gauche, donc c'est quand même rassurant. Donc alors, Europe Écologie Les Verts, vous êtes à gauche, on est d'accord? Ah bah écoute, je pense que la question se pose plus tellement. Moi je vous la pose parce que j'ai jamais eu la réponse, donc en tout cas, clairement. Bah écoute, je crois pourtant que ça a été assez clair sur le fait qu'on était un parti qui était très attaché à la question sociale, démocratique et à l'écologie bien évidemment. Et je vois pas en fait comment en traitant ces sujets-là de la manière dont on les traite, on pourrait se situer à droite sur l'échiquier politique. Alors comment on explique justement cette faible participation? Bon, c'est vrai que les élections législatives partielles, ça fait jamais non plus rêver. Et pourtant c'est important. Est-ce que c'est inquiétant à la veille d'une élection et d'une échéance importante que sont les régionales départementales, Sabrina? C'est très inquiétant. C'est inquiétant à la veille d'un scrutin comme celui-ci. C'est inquiétant à 1 an de la présidentielle de voir que finalement on est dans une débâcle démocratique aujourd'hui dans notre pays, franchement. Et 15% de participation, en fait, ça pose la question de la légitimité des personnes qui sont élues en fait, et qui sont issues de ce scrutin. Je crois qu'il y avait 4 partiels ce week-end. Donc là, quand je vois qu'à Paris, je crois que moi j'avais regardé sur 72 000 votants, il n'y en a que 15% qui ont voté. C'est quand même c'est sidérant. Et moi, vraiment, Alors, tu poses la question, est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire? Moi, je ne vais pas répondre parce que nous, on est plutôt pour pas obliger les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quand on a des votes avec aussi peu de légitimité, en fait, on a beaucoup de gens qui se plaignent ensuite des élus qu'ils ont, mais en fait, ces mêmes gens ne sont pas déplacés pour aller voter. Farid Tamsamani, t'as un œil un peu plus critique peut-être vis-à-vis de tout cela. Les élections, les gens qui ne votent pas, et on s'aperçoit que d'année en année, d'échéance en échéance, les taux de participation, ce qui arrive en première position finalement, c'est l'abstention. Oui, c'est malheureux. Je vais peut-être rassurer un peu plus Sabrina, c'est qu'il y aura probablement un recours sur cette élection qui fera que peut-être on revotera une partielle de la partielle potentielle. Petite blague à part. C'est celle de Paris.
Oui, tout à fait. Ok. Je parle oui, les autres, je connais pas, mais celle de Paris, en tout cas. Non, mais par contre, blague à part, c'est triste quand on a un taux de participation. Je suis absolument pas étonné, par contre, parce que d'une part, c'est une partielle. Par définition, ça intéresse peu de monde. Je vous rappelle qu'il a fait un temps magnifique Oui, dimanche. c'est vrai, ça y joue. La Qu'il faut météo. pas- Voilà, Voter, qu'on ça est prend 5 minutes. Hein. post-Covid. Je suis complètement... Non, mais je suis surtout post-Covid. post-Covid. Non, mais je suis complètement d'accord, Sabrina. Moi, je pense qu'il faudrait aller voter maintenant. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que c'était une circonscription, si je dis pas de bêtises, qui était dans le 20e arrondissement de Paris, Ouais. qui était une des circonscriptions les plus populaires de Paris. Et puis, on va pas se mentir ici, dans les quartiers populaires au sens large, le taux de participation est généralement très faible. Très faible. En dehors même des partiels. Ouais. Donc, il faut bien Oui, déjà... c'est vrai. Donc, tout ça accumulé, il ne faut pas s'étonner d'un score aussi risible. Maintenant, Sabrina pose une très bonne question, c'est quelle est la légitimité, et en tout cas d'un point de vue démocratique, quel sens on peut donner à une légitimité de quelqu'un qui sort des urnes avec si peu de votants? Vous allez me dire, mais c'est la règle du jeu d'une certaine manière. Moi, à titre personnel, pendant très longtemps, j'étais favorable au vote obligatoire. Un peu comme... Tu y étais, ça veut dire que tu y es plus. Ouais, je m'interroge. Objectivement, je m'interroge. Je me dis, bon, bah, si les gens n'en ont strictement rien à faire d'une certaine manière de la vie politique et de leur existence dans un pays donné, Ouais. c'est Avec une chose. Peut-être juste un bémol, je Oui. pense que si la reconnaissance du vote blanc était effective, Ouais, c'est tu vrai, vois, peut-être que les gens se déplaceraient plus pour aller Ouais, voter la aussi. difficulté du vote blanc, c'est que ça amènerait un blocage à un moment donné dans le. Mais Il faut accepter le risque je démocratique. suis d'accord. Non, mais moi, je suis pas complètement contre. C'est ça que je veux te dire. Pendant très longtemps, j'étais favorable au vote obligatoire, comme il se fait, et je pense que c'est honnête, comme il se fait notamment en Belgique, par exemple, où lorsque vous ne votez pas, vous avez une amende, certes faible, mais surtout, lorsque vous sollicitez des prestations d'ordre public, je dis une bêtise, un certificat un acte de naissance, etc., eh ben, on vous le fait remarquer d'une certaine manière, le fait de ne pas avoir participé, ou en tout cas d'avoir accompli le devoir citoyen. Ouais. Mais j'ai pas dit qu'il fallait absolument amener ça en France, hein. Mais en tout cas, c'est des pistes. En tout cas, c'est un débat qui est très philosophique, qui est non pas sur le vote en lui-même, mais c'est quel est le rôle du citoyen dans la société. C'est surtout cela, à mon avis. Je suis incapable de le trancher, objectivement, et je crois que c'est assez mouvant comme débat. Gamal Abina, le vote obligatoire, favorable ou pas, et comment expliquer ces faibles taux de participation à des élections comme on a eu ce week-end, et est-ce que c'est inquiétant à la veille d'une élection importante que sont les régionales départementales quand même? Alors déjà, je vais commencer par être très dur, hein. Je ne vais pas être dans la demi-mesure. À la vous Gamal connaissez. Abina, quoi. Oui, absolument. Je suis totalement, mais alors 100% pour l'imposition du vote. Je trouve inadmissible, c'est le mouvement des droits civiques qui parle, de se dire que les gens qui vont à la piscine, à la plage ou peut-être à la pêche, oublient qu'en face, ils ont des excités, je parle de l'extrême droite, qui, eux, ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de vote obligatoire. Le Front National est prêt à supprimer les allocations familiales pour des gens qui sont délinquants. Par contre, on ne les entend jamais sur le vote obligatoire, et pour cause. Si les gens étaient obligés de voter, jamais les extrêmes pourraient monter parce que la population serait impliquée. Les Verts, par exemple, ne bénéficient pas du 20e, alors que le 20e, je le connais très bien, c'est l'arrondissement de mes parents. Donc le 20e, il a une particularité, c'est que c'est un des plus pollués de la région parisienne. D'accord? Il y a le périph', la 3, enfin, c'est une horreur. Moi, j'ai participé à beaucoup de réunions publiques pour m'opposer à la maire de l'époque, Calandra, qui n'en avait rien à faire de l'écologie. Sacré maire. Ah oui, c'était une horreur, mais bon, bref, condescendante, Je peux faire méprisante. une parenthèse, Gamal? Oui. Pourquoi l'Est est toujours plus pollué que l'Ouest? Alors c'est logique, c'est une question, tu connais l'histoire, je crois. Moi, je la connais, parce que j'ai travaillé Oui, au pour Grand Paris. expliquer en substance. mais Alors, ce pour qui se les passe, auditeurs. c'est que l'Ouest, c'était très bourgeois, évidemment, c'était pas industriel, et qu'effectivement, il y a beaucoup de nature à l'Ouest. Hein. On voit les forêts, les différents parcs. Bref, il y a beaucoup de maisons individuelles là-bas. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des hôtels particuliers, alors que l'Est était à l'origine bourgeois. Là, je suis d'accord, je sais où tu vas venir, et devenu industriel à partir de la Révolution. Et à partir de là, on a commencé à pacter les ouvriers là-bas, qui étaient de l'exode rural. Donc, en substance, on s'est plus intéressé à des friches industrielles, à des terres industrielles plutôt qu'à la nature. Il y a une autre raison, si tu le permets, il y a une raison purement Après, naturelle. le vent. Naturelle, Oui, des gens, c'est le vent. Le vent, Exactement. seulement. Oui, c'est logique, mais ça, c'est géographique dès le départ. C'est pensé comme ça. De quoi le vent? Le vent, En le fait, vent pousse la le pollution vent vers. pousse toute la pollution vers l'est. Ah oui. Et c'est pour ça que les gens C'est de la mer. aisés se mettaient le plus à l'ouest possible. Voilà. Et donc, juste pour expliquer la chose, donc, en substance, si le FN, on lui propose par On exemple de apprend des faire un trucs vote. dans le LGF, hein, finalement. Oui, c'est bien. ça. Non, mais c'est bien qu'il précise, Ouais, effectivement, parce que absolument.
Donc ce qui se passe, c'est qu'on est dans un arrondissement qui est extrêmement naufragé en termes écologiques, hein, clairement. Ouais. Et logiquement, normalement, c'est les Verts qui devraient l'emporter parce que tous les riverains du périph', ils souffrent. Mais il se trouve que ces riverains du périph' ont une autre particularité, c'est celle de la minorité visible. Ils sont d'origine étrangère et souvent afro-maghrébine. Et donc ces riverains, malheureusement, n'ont pas la culture du vote parce que, évidemment, leurs parents ne votaient pas parce qu'ils n'étaient pas français et les enfants n'ont pas appris le vote par les parents. Donc tout ça, ça s'explique. Moi, ce que je trouve dommage, j'ai toujours une fibre verte en moi. Je pense que tout le monde est un peu écologique dans l'âme. Je trouve dommage que d'autres partis s'accaparent la question écologique, alors que le parti écologique, qui devrait être normalement le tête de file, qui devrait remporter la mise sur ces questions-là, se fait toujours doubler par la droite. Par qui? Par le PS, par la mauvaise gauche. Parce que je ne suis pas d'accord à ce que je viens de dire, Sabrina. Bon, je fais exprès, évidemment. Moi, le PS, s'il passe dans le 20e, pour moi, c'est une catastrophe. Ça n'a rien de bon. Et ensuite, pour la communication du 20e, on n'était même pas au courant qu'il y avait des élections partielles. Oui, c'est vrai. Personne on a croisé quelqu'un qui était du 20e, il dit je savais même pas qu'il y avait un vote. Ouais, ma famille, pareil, pas au courant. Donc ça, c'est un problème aussi. Les partis aussi n'arrivent pas à peut-être intéresser les gens, vont pas en campagne ou effectivement. Puis il y a le Covid aussi. Ça fait 1 an que la démocratie est complètement étouffée dans ce pays. Tu vois, là, on va avoir des élections qui vont arriver au mois de juin, donc régionales et départementales. Il n'y a pas de campagne qui se fait vraiment. Il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas comme l'élection présidentielle qui est ultra médiatisée où tu as des débats télévisés ou des choses comme ça qui permettent aux citoyens d'être au courant. Il y a encore plein de gens, nous on est sur le terrain, il y a des gens, quand on parle des élections qui vont arriver, ils ne sont pas au courant qu'il y a des élections au mois de juin. À quoi ça sert? Ils ne savent pas. Donc il y a un vrai sujet démocratique là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas des débats télévisés pour les élections? Est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens, on les informe de à quoi ça correspond la région, à quoi ça correspond le département? C'est quoi les compétences aujourd'hui sur ces différentes strates? Et puis surtout, oui, en fait, quand on ne va pas voter, derrière, malheureusement, aujourd'hui, on voit bien, c'est les extrêmes qui montent. Absolument. Ouais. Alors, faut-il ou pas rendre le vote obligatoire? 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Et surtout, est-ce que vous avez, vous, l'intention d'aller voter? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Les 20 et 27 juin prochains, pour les régionales et départementales. Rappelons, voilà, c'est pour élire le président de votre région, notamment pour les régionales. Valérie Pécresse, qui est la présidente pour l'instant élue, qui d'ailleurs se représente, mais qui communique très bien. Alors tiens, Sabrina, je vais te faire une petite remarque. Moi, en tant que électeur potentiel, pas forcément d'écologique, mais d'un parti, je ne sais même pas d'ailleurs pour qui je vais voter très personnellement, mais sincèrement, je reçois dans ma boîte à lettres, alors je vais te dire en toute transparence, hein, Valérie Pécresse 3 fois, c'est clair. Ouais. Audrey Pulvar 1 fois, le reste, néant. Bah, écoute, c'est sûr que certains. Mais ça, c'est un utilisent, problème. C'est un problème. Il y a aussi objectivement. Il n'y a pas d'égalité pour le coup. Mais il n'y a pas d'égalité. Bah oui, mais il faudrait fixer des règles. Je veux dire, il n'y a pas de raison que. Il y a normalement des règles, mais il n'y a pas d'égalité financière sur les campagnes électorales. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, tu as des partis qui ont plus de moyens pour faire campagne que d'autres. En plus, elle est présidente sortante, donc forcément, elle a la capacité de matraquer beaucoup plus que ça. Il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer. Non, c'est pas ça. Elle n'a pas les clés. Non, Christophe, il va violent. Elle a un résultat qui lui a permis d'être présidente. Et il faut savoir qu'on finance en fonction du nombre de voix. Donc elle bénéficie d'une cagnotte pendant des années qu'elle peut mettre à contribution, ce que évidemment les petits partis ou les partis concurrents, comme les Verts aujourd'hui, n'ont pas. Pareil, tu as une petite idée de pourquoi justement cette communication importante aussi, hein? Bah, comme tout candidat à l'élection régionale, quels que soient les partis, je crois, il y en a combien? Une douzaine aujourd'hui? Il y a une douzaine de listes déposées, hein, c'est ça, hein? Ils vont tous chercher ce qu'on appelle du financement. Absolument. Soit du financement par emprunt bancaire, soit des gens qui apportent des dons. Bon, quand vous êtes sortante, en tout cas, et que vous avez déjà gagné une fois, on va dire que vous avez plus de chances d'attirer des gens dans les déductions fiscales, que des gens qui sont inconnus et qui ont, objectivement parlant, sans manquer de respect à qui que ce soit, aucune chance de gagner la région. Donc, c'est un défaut. Alors, par contre, il y a une égalité, puisque le plafond de dépenses est le même pour tout le monde. Oui, il faut l'atteindre. On est d'accord. Mais en tout cas, on ne dit pas, parce que dans d'autres pays, c'est celui qui a le plus qui dépense autant que États-Unis, par exemple. Là, en l'occurrence, pour les régionales, c'est tout le monde, pas que pour les régionales, pour les départementales, etc. C'est tout le monde pareil. La réalité, c'est que vous avez plus de chances de gens qui vont lui accorder des dons que des gens qui vont accorder des dons. Je ne sais pas s'il existe, mais à une époque, il y avait un parti animaliste. Est-ce qu'il se présente au régional? Je ne sais pas, mais il y a plus de chances qu'elle reçoit plus d'argent que... Moi, alors, je ne dis pas que le système est bon, mais en tout cas, il est compréhensible. C'est malheureux pour les petits partis. Là où je suis d'accord, il faudrait peut-être réfléchir, notamment pour des élections locales, à pourquoi pas ne pas avoir un système de prêt en amont
je dis une bêtise, d'une banque liée à l'État, par exemple, de manière à ce que tout le monde ait le même financement et tout le monde dépense de la même manière. N'oublie pas une chose importante, parce que c'est pour ça que je reviens sur l'histoire de la cagnotte. C'est pas une cagnotte par hasard. Effectivement, les 66% d'exonération, machin, on connaît la musique. Mais c'est surtout le plus important, c'est que quand le parti bénéficie de ça et qu'il obtient un résultat raisonnable, il est remboursé. Donc les gens lui font confiance parce qu'il peut rembourser éventuellement. Il peut donner les prêts. Les prêts, on s'entend bien. Les dons, non. Non, mais c'est déjà pas mal. Ils sont toujours très sympas en général. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire que le retour sur investissement, il est des deux côtés. Il y a le résultat et il y a la possibilité d'être un parti solide. Complètement. Et puis, il ne faut pas oublier, une élection de type régional, c'est beaucoup de dépenses. Hein. C'est beaucoup d'argent. Et effectivement, c'est là quand il y a un matraquage, quand on reçoit une fois par semaine un document, alors que les autres, parfois, ont même la difficulté de déposer comment on appelle ça, même pas les tracts, le jour, les bulletins de vote. le bulletin de vote, le jour de la profession de voir. La profession de voir. Il y a clairement une inégalité mais après, il faut flagrante. peut-être rappeler que ce qui est intéressant dans l'élection régionale comme l'élection européenne, c'est que c'est à la proportionnelle, ce qui est quand même plutôt intéressant. C'est un plus parce que ça veut dire que son bulletin, quoi qu'il arrive, il ne va pas dans le vide en fait. À partir du moment où on vote pour une liste qui fait plus de 10%, vous serez représenté à la région parce que c'est à la proportionnelle. À contrario, l'élection départementale, si on n'est pas dans les deux qui arrivent en tête, on disparaît et il n'y a pas d'élu, par exemple, pas d'élu de la force politique pour laquelle vous aurez voté. Je rappelle qu'on a invité officiellement à un débat ici à la radio dans le cadre justement des régionales. Madame Pécresse et Monsieur Bayou. Monsieur Bayou a accepté l'invitation avec les macroutes et le thé à la menthe. Madame Pécresse, on attend toujours. Hein, Elle le fera recevoir. Elle ne veut pas débattre, Madame Pécresse, pour quelqu'un qui est présidente de la région Île-de-France et qui se représente. Voilà, elle ne veut pas négocier, enfin, elle ne veut pas ici parler ici sur France Maghreb 2 débattre. Elle ne peut jamais venir. Ouais, bah oui, elle tape trop fort sur nous, elle peut pas. Ouais. D'ailleurs, je salue Madame Frédérique Vidal, la ministre de l'enseignement supérieur, qui nous a mis une pas de non-recevoir. Elle ne veut pas venir ici. Hein. C'est normal, ils sont dans leur rôle, c'est logique. Voilà. Non, mais je tiens à vous le dire. Non, mais je la joue transparent. Moi, j'en ai rien à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait Maghreb, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait France dans la radio. Ouais, c'est ça. Ils se demandent c'est quoi la farine. Explique-moi, Pécresse. Tu vas pas d'explication. Je vais être très clair. J'étais à un meeting de Valérie Pécresse. Qu'est-ce que tu fais là-bas d'ailleurs? C'est un copain qui m'a invité, mais je suis un dingue, j'y vais. Dernièrement là? Oui, avant le blocage. Pendant le Covid, mais avant le blocage. Oui, j'étais à ces meetings. Voilà, virtuel peut-être? Non, c'était à Mency. Mency. Et sans pas sonner, hein, impressionnant. J'ai discuté avec Patrick Caram, effectivement, j'ai refusé la photo avec Pécresse parce que j'ai écouté son discours, mais je suis désolé, quand je l'entends parler, Le Pen à côté, c'est un sketch. Elle était obsédée par une seule chose, elle était obsédée par quoi? Par le fait qu'il y ait des islamistes, le fait qu'il y ait une burqa, le fait qu'il y ait tout un tas de bêtises alors qu'on était en pleine crise, que les entrepreneurs sont en train de se casser la figure par milliers, 72 000 défections, je rappelle, enfin des défaillances d'entreprises. Tout ça n'intéressait pas. Elle parlait que de choses complètement marginales. Justement, ça met l'occasion, Jamal. 2 secondes, Christophe. Et quand on a été sur la question, parce que quelqu'un lui a posé la question de la crise économique et de ce qu'on doit faire pour les chefs d'entreprise, alors là, c'était magnifique, pas de réponse. Du Le Pen, là aussi. Elle y connaît rien en économie. Vous avez vu la polémique chez les LR là, de Guillaume Pelletier qui se dit... alors c'est quoi le terme? Il est pas en désaccord avec Monsieur Robert Ménard, enfin se dit en tout cas avoir des points d'accord, de convergence avec Robert Ménard. On sent que les LR sont très embarrassés pour le coup. Non mais pour moi ces propos, il y a pire que ça. C'est même pas l'histoire de Ménard moi qui me choque dans cette affaire-là. Je sais pas si vous avez lu l'interview. C'est qu'il remet en cause un certain nombre de points qui sont là ce qu'on appelle les fondamentaux de la notion démocratique d'un pays. Je vais prendre un seul exemple, le fait de lorsqu'on est condamné en première instance de pouvoir faire appel. Il remet en cause toutes ces choses-là, et moi c'est ça qui me choque profondément. L'histoire de Robert Ménard, en fait, pour moi, c'est secondaire. Il y a une partie, on sait très bien qu'il y a une partie des LR qui ont soit navigué vers Macron, soit qui ont déjà navigué plus ou moins vers l'extrême droite. Ouais. Et il y a une troisième partie qui veut ni l'un ni l'autre. Ouais. Et donc, c'est pour ça que le parti est ce qu'il est. Ils n'ont plus vraiment d'espace politique. Ils sont plus en tenaille entre la REM et l'extrême droite. Et puis d'ailleurs, moi, je rappelle quand même, enfin, tout le monde se rappelle du débat télévisé entre le ministre de l'Intérieur et Marine Le Pen, quand il lui a dit qu'il l'a trouvé trop molle. Donc, voilà, donc à un moment... Alors juste Sabrina sur l'espace politique, tout le monde pensait après 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, tout le monde pensait que le parti de droite classique, on va dire républicain, allait s'effondrer. En réalité, il s'est pas effondré.
Il a tenu. Non seulement il a parce qu'ils tenu, mais les élections locales, en fait, font que c'est le premier parti de France. Oui, mais en même temps, l'élection locale de 2020, elle est vraiment je suis d'accord. particulière. Elle est en période de Covid, ça a été Bien une sûr. primo sortant. Je suis complètement Ils d'accord. avaient beaucoup de maires, Mais donc oui. leurs maires ont été réélus Et en fait. peu de votants, surtout. En Et tout peu cas, de votants. le pari que beaucoup, dont le président de la République faisait, c'est-à-dire de complètement détruire le parti de droite, en fait, il n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir lieu, mais en tout cas, pour l'instant, il n'a pas lieu. Et je pense qu'en fait, cette troisième voie, c'est-à-dire que ni l'extrême droite, ni complètement Macron, en fait, demeurera et sortira, grandit peut-être après 2022. Macron me rappelle, pour le coup, il me rappelle vraiment Trump, hein, quand il tenait par la main, parce que Trump a tenté le même coup quand il a fait le coup avec les Républicains, parce qu'il n'est pas républicain, Trump. Tout le monde pense que c'est un mec de droite, c'est un mec qui était démocrate, Trump. Et donc, quand il va chez les Républicains, il y va avec tout le monde est contre lui, vent debout. Finalement, il atomise littéralement le parti, il commence à le grignoter, et après, maintenant, il va proposer un autre parti, mais il est clair que son objectif, c'était de liquider les Républicains. Sabrina Macron fait les Sebaï, en quoi l'élection régionale et départementale est importante pour Emmanuel Macron? Bah, c'est important, on est à moins d'un an de la présidentielle, c'est un signal fort pour C'est lui clair. aussi. Il y a de fortes tensions au sein de la bah, République En Marche en ce moment, hein, vous Ah, le savez mais ça? Oui, j'ai entendu ce qui s'est Notamment passé dans sur Paris 93. voilà. On a parachuté des Parisiens en tête C'est de ça. liste en C'est honteux, Seine-Saint-Denis, ça. ce qui est honteux, franchement, très sincèrement. Après, c'est important parce qu'on voit bien, et puis d'ailleurs c'est tellement important que quand même il envoie des ministres faire campagne en Hauts-de-France, où on a quand même le ministre de la Justice qui est sur la liste, qui est candidat. Donc, Il y a pire que ça. Je ne sais pas si vous avez suivi, on a une secrétaire d'État qui Ah est oui. candidate. ta candidate tête de liste. Attendez, Marlène? je vais donner un scoop, Non. Christophe. Ah, ouais. Non, Madame Agnès. Ah oui, Panaché là, je sais pas quoi là. Qui est élue, Mm. en tout cas qui a été candidate, je sais pas si, je crois qu'elle est toujours conseillère municipale dans le 16e arrondissement de Paris, et qui a le droit potentiellement de se présenter dans les Hauts-de-France, Ouais. sauf qu'elle se présente avec un acte pas de propriété, mais en tout cas le Ouais. titre qui lui permet de se présenter, qui est celui de son conjoint, Parce qu'il sera domicilié là-bas. qui Oui. est domicilié là-bas. La difficulté, c'est que son conjoint, il est officiellement chef de son cabinet, Ah. Ouais, ce qui est complètement illégal. arrangement entre amis. Et non, c'est pas un arrangement, c'est illégal. C'est illégal, C'est ouais. qu'en fait, elle se. Alors, je sais pas jusqu'où ça ira, mais en réalité, c'est complètement illégal. Elle risque 3 ans de prison pour ça. Et voilà, petite anecdote en tout cas que je voulais annoncer. Mais l'enjeu, si tu permets, Gamal, l'enjeu pour Emmanuel Macron, à mon avis, il est surtout. On sait que PACA est perdu. On sait que PACA va aller à l'extrême droite. Ah bon? L'enjeu- Ah ouais? On espère pas, quand ouais, même. c'est pratiquement sûr. Ah bah, je pense que On n'espère pas. C'est droit de extrême mais droit, attendez. droit dur extrême droite. ce Hein. qu'a fait Castex, Bien sûr. en fait. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a appris la politique, ce monsieur, mais en tout cas, il a fait une chose, c'est Vous qu'il a permet pas, monsieur Tamsabali! il a donné clairement, il a donné la région à l'extrême droite. Mais pour Emmanuel Macron, c'est pas cette région-là qu'il faut regarder. Ouais. C'est surtout quels sont ses adversaires potentiels pour 2022. Et Ouais. ils sont soit dans les Hauts-de-France, soit en Île-de-France. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont être réélus, premièrement, et comment ils vont être réélus, sachant qu'il y a. Alors l'Île-de-France, c'est plus serré qu'on ne le croit, contrairement à ce que l'on pense. Bien sûr. Et je Bah, sais les également. favoris, Pécresse, non? Non, les Oui. favoris. Si, largement favori. Non, Ah, si. Bah, elle est favorite, mais il y a un second Favorite, tour. ouais. Enfin, voilà, on Ouais, verra. exactement. Voilà, La le bascule, second on la verra à tour ce n'est moment-là. Non, absolument non, pas moi, joué. je pense que c'est beaucoup plus Donc, serré qu'on ne le croit. Pourquoi? Ah. Parce qu'au second tour, on a au minimum une triangulaire, si ce n'est une quadriangulaire. Et le piège de Macron à Valérie Pécresse, il est très simple. C'est au second tour, est-ce que la liste En Marche Maintien ou dégage. se maintient ou dégage? Ouais, ça. La Je rappelle réalité, qu'il y a- c'est ça. Il y a Ah un ouais, sondage ouais. dans le cadre du second tour où Julien Bayou, typiquement, s'il fait un rassemblement autour C'est de qui, sa celui-là candidature, arrive devant Valérie Non, mais Pécresse, bref, même d'un qui est point, Julien mais il a- Bayou Mais il est candidat tête de liste. Ah, au c'est régional, celui-là. il me Non, semble. bien. Non, J'ai mais pas c'est vu le pour ça. sondage, c'est sorti où? Ah bah je te l'enverrai, c'est Ah ouais, ouais. Non, c'est pour ça que c'est beaucoup, à mon Mais avis, bien c'est sûr. pas Ouais, encore ça joué. c'est hein. intéressant. Ouais. Et dans les Hauts-de-France, à mon avis, ça va être pareil. C'est-à-dire- C'est Bertrand, non? Il va dégager? Xavier Bertrand, ouais. J'ai pas dit qu'il allait dégager. Non, après... Bah, sinon, il arrête la politique, il a dit. Mais c'est, Oui, bah, à il y mon en a avis, d'autres ça, qui l'ont dit avant lui. ça va être très serré. Ça va être très serré. Si, Jospin, il l'a fait. Hein. Oui. Bah, il l'a fait, ouais, il a J'ai tenu. pas eu le Faut dire- courage de le faut faire. dire, C'est ouais. ça, c'est ça, c'est vrai. Après, plus personne Bah, voulait c'est lui. peut-être Hein. le seul, parce qu'au PS, quand même, on a eu Hollande, Oui, il c'est revient, clair. on Et a Valls. Valls, il revient, Waouh. donc... oui. Bah, Valls, il retour de revient. Valls. Valls, il revient. Il Eh, revient. ça va, Twitter. Ça me fait c'est la penser base, au- ça dit le temps. Ça me fait penser au film de Stephen King, tu sais. Ah non, mais- Il Et est... à chaque fois, il dit définitivement. Hein. Oui, Je mais pars parce qu'il- définitivement parce à qu'il est Barcelone. définitif. Et là, je reviens définitivement en France. Mais il y a une question justement qui se pose sur ces élections. Moi, j'ai envie de dire qu'on a une responsabilité, je parle en termes de les issues de l'immigration, c'est que Macron, il avait mis
il avait mis beaucoup d'espoir sur nous. Hein. Il avait pris beaucoup de gens qui étaient de la diversité, il a ouvert à l'Assemblée, il a fait comme un travail extraordinaire, et on n'a pas su prendre la balle au bon. C'est-à-dire qu'on s'est fait avoir. Et ben on en parle dans un instant. Avec vos appels, Mamadou est en direct de Grenoble, on accueillera dans un instant vos appels 01 40 33. Allez-vous voter pour ces régionales et ces départementales? Et est-ce que vous êtes favorable, vous, au vote obligatoire? On en reparle dans un instant, les amis, et on finira au Mali, où Emmanuel Macron se pose la question, faut-il partir là? Il y en a marre peut-être, on y va là. Au bout d'un moment, il faut peut-être ramener les troupes à la maison, comme dit la chanson. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Sabrina Sebaï, Farid Samsamani et Kamal Abina qui sont avec nous ce lundi. On parle des élections évidemment et du fait de rendre, pourquoi pas, le vote obligatoire pour les élections, puisque les scores d'élection en élection de participation et donc par conséquent d'abstention sont records. Et on se pose la question de ce pourquoi justement les gens ne sont plus intéressés par la politique. Est-ce que finalement le monde politique est à son image et vraiment aura des pâquerettes, c'est-à-dire que les gens ne se sentent plus concernés par la politique, et pourtant c'est très important. Ça pose question quand même, Sabrina, non, sur le fait que les gens ne se sentent plus impliqués. Et toi qui as été en campagne à plusieurs reprises, tu le vois, tu le ressens sur le terrain, que les gens n'ont plus envie, ne se sentent plus concernés par vos arguments de campagne? Bah, en fait, ça dépend des gens, vraiment, parce qu'il y en a, moi, quand je leur parle d'écologie, ils me disent oui, l'écologie, c'est bien sûr, c'est l'avenir, et on va voter pour vous. Et puis, t'en as d'autres, ils sont complètement désabusés de la politique, ils n'ont plus du tout confiance. Je pense qu'ils ont eu des hommes et des femmes politiques qui leur ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais tenues. Donc, il y a une désillusion totale aussi du monde politique. Je pense qu'il y a tout un travail à refaire aussi pour recréer de la confiance entre les citoyens et la classe politique aujourd'hui dans notre pays. Mais après, ça passera, à mon avis, ça ne pourra passer par une réforme des institutions en profondeur tant qu'on n'aura pas changé, tant qu'on ne sera pas passé à la 6e République. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose. La 6e. Exactement. En fait, on ne pourra pas recréer de la confiance parce qu'aujourd'hui, on est dans un système qui ne fonctionne plus. On est dans une limite, finalement, de la démocratie dans notre pays. On accueille Jamel dans un instant qui va nous dire si oui ou non il va voter pour les 20 et 27 juin prochains pour les régionales départementales. Pour l'heure, un rappel de l'actualité, notamment, vous avez suivi cette histoire du forcené. Voilà, oui. Apparemment, ça y est, il a été appréhendé. C'est ce que va nous dire Grégory Lescar tout de suite pour les infos. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le forcené de Dordogne a été interpellé. Le suspect de 29 ans était en fuite depuis samedi soir après avoir ouvert le feu sur des gendarmes qui tentaient de l'arrêter avant qu'il ne s'en prenne à son ex-compagne. Il était lourdement armé. Il aurait été localisé en début d'après-midi grâce à l'appel à témoins et sa photo diffusée ce matin. Lors de l'opération, il aurait tiré à plusieurs reprises sur le GIGN et aurait été blessé par un tir de riposte. Il a été hospitalisé dans un état grave. La police nationale du Val d'Oise annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire pour tenter de retrouver l'auteur de menaces et d'injures racistes proférées dimanche soir à Cergy et diffusées sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, on le voit invectiver celle qui le filme, mais aussi un livreur qu'il traite, je cite, d'esclave. De nouveaux témoignages accusent Éric Zemmour d'agression sexuelle. Le polémiste de la chaîne CNews fait l'objet d'une nouvelle enquête de Mediapart qui met en lumière deux accusations datant de 2018 et de la fin des années 90. Il s'agit d'une jeune attachée de presse et d'une jeune journaliste qui affirment toutes deux avoir été victimes. Une nouvelle étape dans la campagne de lutte contre le coronavirus. Depuis ce matin, la campagne de vaccination est ouverte à tous les Français majeurs. Objectif du gouvernement, atteindre les 30 millions de primo-vaccinés à la mi-juin. En déplacement dans un centre du Val-de-Marne, le Premier ministre a aussi assuré que la vaccination des 12-17 ans serait prochainement étudiée. C'est la journée mondiale sans tabac. Cette année, le thème est axé sur ceux qui veulent s'engager à arrêter. Et selon une étude menée par Opinionway pour la mutuelle M, 84% des jeunes fumeurs déclarent vouloir stopper la cigarette. Une prise de conscience alors que cette année, le tabagisme a augmenté chez le tiers de la population dont les revenus sont les moins élevés. Et puis l'Eurovision a séduit les jeunes. Cette année, la chaîne YouTube du concours de chant européen a enregistré 50 millions de spectateurs uniques dans 234 pays, dont 71% de 18-34 ans. 4 points de plus que l'an dernier. Pour rappel, c'est le groupe italien Maneskin qui l'a emporté, suivi de près par la française Barbara Pravi. Voilà pour l'info, bonne soirée. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Eh oui, c'est inquiétant quand même ces faits de violence là, avec ces gens qui effectivement tirent sur des policiers, etc. Cet homme lourdement armé, ancien militaire, qui a été finalement blessé par balle donc en début d'après-midi. Ça
Ça a occupé BFM TV pendant tout le week-end, hein, cette histoire. Toujours pas. Alors, qui est vacciné autour de cette table? Qui sont les bons élèves? Moi, j'ai fait ma première dose. Moi aussi. Farid? Oui, pareil, première et unique. Comment ça, première unique? Parce qu'il a déjà eu le Covid. Exactement. Ah oui, d'accord. Bah justement, ils sont en train de réfléchir au fait de renforcer et généraliser la sérologie pour savoir justement de combien de doses on a besoin, alors qu'on nous parle aussi d'une potentiellement 3e dose possible du vaccin. Oui. Mais je pense qu'on aura une dose par an. Oui, quasiment, en fait, hein. la 3e dose, c'est surtout pour ceux qui sont en immunodéficience, donc ils ont besoin d'une dose supplémentaire pour activer en fait leurs anticorps. Et toi, Gamal? Mais même pas en rêve. Quoi, même pas en rêve? Jamais je vais me faire vacciner, vous rigolez, j'ai chopé le Covid, c'est bon, je suis vacciné, ça me suffit. Ah non, bah après tu peux... Ouais, tout le monde peut. Mais Non, ça faut attendre, en fait, déjà, faut attendre minimum 3 mois pour pouvoir être déjà, vacciné et après puis, le Covid. mais moi ça fait 5 mois, mais c'est pas le problème. Il est hors de question que je me fasse vacciner, il n'est pas marqué Crétin sur mon front. Là on est rendu. Oh, non, c'est bah, pas pour vous. C'est pas pour vous, c'est pas pour Bah, dis vous. donc. Je veux dire, dommage. Non, c'est une histoire de business là. Ils sont obligés de rentabiliser les quantités faramineuses de vaccins qui ont été achetés. Ouais, mais si on veut vivre, Gamal, Non, si non, tu veux partir dans ta mais maison ça va être- à non, Tahiti là-bas, là. Je vais vous faire un J'ose petit. imaginer que tu as peut-être envie d'aller faire ton pèlerinage un jour. Oui. Attends, plus sérieusement, non mais il n'y a pas de problème, ils vont réouvrir. Aujourd'hui, c'est un coup de pression quand on parle de passe sanitaire. Dans 3 mois, vous allez rigoler, ce sera oublié parce qu'on aura atteint à peu près 60% de gens qui seront vaccinés ou qui auront eu la maladie. Et donc, tout le monde, on aura ce fameux seuil qui permet de ne plus faire circuler le virus. À plus de la chaleur qui va faire un travail formidable. Donc, il faut être très clair, à part La quelques chaleur, je pays. suis moins sûre. Hein. Bah, ça s'est vérifié l'été dernier. Hein. Ah bah écoute, en Inde, c'était en Non, pleine c'est une chaleur canicule, humide. ils Faut ont- jamais. Oui, C'est la mais chaleur humide. peu importe, mais en C'est tout vecteur. cas- Non, c'est vecteur. L'humidité est vecteur, elle est porteuse de virus. Les chaleurs sèches, ça pose aucun problème. On le voit en Amérique du Sud, on le voit en Inde, ça a été difficile. On le voit dans des pays, en Afrique par exemple, il y a quasiment pas de virus. Il faut être très clair. Bon, bah écoutez, c'est vrai, on est 3 bons élèves. Gamal Abinal, réfractaire du groupe, très bien. Christophe, il est c'est un- vacciné. Oui, Ouais. je me suis Ah, fait- il a- Félix Mabrouk. Félicitations, Pourquoi Mabrouk? Christophe. Je sais Bah, pas t'es si courageux. faut dire Mabrouk, hein, mais... En tout cas, je suis allé là-bas Oh, et j'ai franchement, des épisodes. non mais c'était, moi ça m'a un petit peu effrayé de la manière dont ça se fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'arriver dans un truc d'extermination. C'est quoi? C'est C'est en un fait, vaccinodrome? t'arrives, ouais, c'est un vaccinodrome, Ok, c'était dans une salle des fêtes, c'est énorme. On te demande ton nom, etc. Après, on te prend ta carte vitale, tu vas voir un docteur. Et moi, j'ai fait la bêtise, non, je lui ai fait part de mon anxiété finalement de me faire vacciner en disant Normal. je suis un petit peu inquiet, je suis bien. pas totalement convaincu. Et vous savez ce que me répond l'infirmière? Je me suis retenu quand même. Elle me dit si vous voulez, il y a de la place en réanimation. Oh, le séminable comme réponse. Voilà, C'est complètement. Alors, Ça m'a c'est dur ce scié. que je vais dire, mais je pense que le médecin t'aurait jamais répondu ça. Mais non, c'est Et après, tu sais, ça on au te met dans une cacahuète, salle, on attend un quart d'heure pour savoir si tu réagis bien. le bon stress, quoi. Ouais, le bon stress. Bah, c'est vraiment particulier. On t'a comme offert le image. café ou pas? Ah, pas du tout. On T'es m'a arrivé, on quoi. va faire une gaufrette. Ah, c'est pas Paris, Une quand petite même. gaufrette. Ah. Voilà. Alors, moi je me suis fait vacciner à C'est Saint-Ouen, pour le c'était sucre, pour super le bien sucre. organisé. C'est vrai? Ah ouais? Non, mais c'est super bien organisé, mais c'est ambiance un peu glauque. Non, quoi. mais vaccinodrome, Non, bah, c'était moi, je- nécessaire, vaccinodrome. Moi, y je a dois pas de avouer, secret. on a un centre de vaccination à Ivry et l'équipe qui vaccine est au top. Voilà. Et donc, ils accueillent super bien les gens, ils sont super sympas. Ouais, c'est un peu- Et ça permet de rassurer les gens qui ont des inquiétudes par rapport au vaccin, ce qui est normal. Bon, Exactement. quoi qu'il en soit, moi je vous dis honnêtement, je suis pas convaincu du tout, mais je l'ai fait parce que j'ai envie de vivre. Je veux vivre. Je Non, veux moi- voyager, puis je veux qu'on arrête de m'emmerder. Moi, quoi, je voilà. l'ai fait, effectivement, c'est pour j'ai quelques voyages de à prévu la Mecque, là, quoi. et à la Mecque. Enfin, le vaccin, c'est surtout, J'espère. pour se protéger collectivement, en fait. Bien C'est- sûr, c'est bien ça Ouais, mais qui est ça t'empêche important. pas de l'avoir et de le transmettre. Hein. Non, mais comme Non. l'a dit Gamal, en fait, on va avoir une immunité, à mon avis, Collective, collective. bien Alors, sûr. vaccin et sans vaccin, Oui. de toute Vaccin. manière. Donc, Absolument. ça, c'est clair. Après, on va Si pas on se peut mentir. éviter de remplir les Bien les sûr. services de réanimation. Non, mais au passage, l'Angleterre c'est a démontré. C'est pour ça qu'il faut quand même voir ce qui marche. L'Angleterre, ils ont tout réouvert parce qu'ils ont une immunité collective aujourd'hui. C'est la vérité. Oui, mais Alors, bon. pas mal. Oui, mais ils sont alors tous- c'était. Attends, il y a le Ils variant sont indien sur qui la les emmerde, là. vaccination en Non, Angleterre. non, tu rigoles, ils ont cartonné, ils ont fait un raz de marée. Bah, donc, Sur quoi c'est normal. Ils ont vacciné massivement. Oui. Bah, bien sûr. Non, c'est pour expliquer. Mais c'est que AstraZeneca, non, mais ça change. Non, les deux, ils ont fait. Peu importe. Mais ça change rien. Le fait est que ça fonctionne, c'est vrai. Il faut être très clair. L'Angleterre était le plus impacté aussi, donc ils ont eu plus de cas et autant de vaccinations. Ouais, mais ça remonte là, gamin. Hein. Non, Le le variant le indien, variant, si, si, non, bah, c'est autre il chose. commence à- bah Le oui, variant c'est autre chose, anglais, le peut-être. variant anglais était très dangereux parce que il n'était pas mutagène, mais Il était très contagieux. contaminant, voilà, très contagieux. Et pour le coup, ça a fonctionné. C'est pour dire que vraiment le modèle, le pire d'Europe. Et au fait, on en parle toujours là du variant Bah non, parce qu'ils l'ont brésilien, liquidé. Impossible. Bah, ça, Vous avez vu, pendant une semaine, ils nous ont fait peur pendant. Il y en avait Comme quoi- très peu en France. Et en fait, non, Mais mais en moi fait- je vous avais dit quoi? Je vous ai dit, même s'il arrivait en France, ouais. il n'est pas impossible qu'il n'ait pas le même Ouais, impact qu'il en fasse- France bien sûr, qu'au Brésil. Alors, est-ce que je peux tous vous poser une question afin qu'on en termine là-dessus? Mhm.
Moi, je veux bien entendre tout ce qu'on entend, certes les docteurs, les professeurs, les épidémiologistes, etc., qui nous disent qu'il faut se faire vacciner, etc. Je les entends. Mais par contre, qu'on ne vienne pas nous parler d'une troisième, d'une quatrième, je ne sais même plus à quelle vague on en est, de la Covid-19 en octobre-novembre. Parce que si effectivement on nous reparle de confiner la population, etc., il faudra que tout le monde s'explique sur la stratégie vaccinale. Mais non, il n'y aura pas. En fait, la stratégie vaccinale, c'est pour ça que l'exemple de l'Angleterre, il est plutôt bon. C'est-à-dire qu'il faut vacciner très vite pour éviter l'apparition des variants. Absolument. C'est la seule manière d'être efficace, en fait, pour limiter... Mais là, ça vaccine plutôt bien, là, pour l'instant, en France. Là. On peut dire que ça va. On rattrape le retard. On rattrape le retard. Mais si en octobre-novembre, on dit qu'il faut reconfiner parce qu'il y aura une nouvelle pandémie, une nouvelle... C'est pour ça qu'ils accélèrent maintenant. Mais c'est pour ça qu'on accélère la vaccination. Donc, ça y est, on devrait en sortir une bonne fois pour toutes. Normalement, on devrait en sortir. Juste, il faut une petite précision, sans jouer les médecins de pacotille. En fait, quand on parle de variant, c'est quasiment un nouveau virus, en fait, à chaque fois. Oui, c'est un virus qui a évolué, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme la grippe tous les ans, en fait. Ça mute. Ça s'appelle mutation. Parce que variant, c'est fait mignon, c'est une mutation. Et mutation, en général, ça apporte d'autres complications qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle les vaccinés à mort, parce qu'ils ont peur d'une mutation qui soit violente. C'est pas le virus d'origine. Est-ce que les vaccins sont efficaces vis-à-vis de toutes les mutations? Je ne sais pas. Non, le vaccin est efficace vis-à-vis du virus qu'ils ont traité. Et moins il y a de virus qui circulent, moins il y a de risque de mutation. C'est simple. Bon, très bien. Allez, on referme cette parenthèse et puis on invite toutes les personnes à le faire s'ils ont, voilà, ne sont pas très convaincus, faites-le parce que c'est la manière qui vous permettra peut-être de voyager, peut-être tranquille, quoi. Voilà. Puis sauver les commerces, surtout, c'est important. Oui, Gamal Abina qui vous dit ça alors qu'il ne veut pas se faire vacciner. Absolument. Puis je rappelle que pour les personnes à risque et pour les personnes âgées, ça leur évite quand même de passer en case réanimation. Donc, ça évite d'attraper la forme grave. Voilà, exactement. Ça, c'est la raison. Ça, j'aime bien ce que tu dis là parce que, tu sais, moi, j'étais en compagnie hier d'une personne qui m'a dit mais pourquoi tu mets ton masque quand tu passes devant les vieux? Je dis parce que d'abord, ils ont peur, c'est la première des choses, donc rien que par respect pour ça. Et deuxième, alors qu'on était dehors, plein soleil et tout, et je veux les rassurer et leur montrer que j'ai de l'égard pour eux. Et c'est vrai que pour eux, on devrait tous se vacciner. Et c'est vrai qu'on va faire tomber les masques apparemment cet été. C'est pour ça que je me suis fait vacciner. Ça y est, les masques ont... Alors, il pourrait y avoir quand même de fortes décisions d'annoncer d'ici le 9 juin. Vous savez que c'était une nouvelle phase de réouverture des restaurants, notamment à l'intérieur des restos. Je suis allé manger en terrasse, c'est plutôt sympa, mais heureusement que le temps est là et que le soleil est au rendez-vous. Mais les restaurants, voilà, ils ont quand même plutôt bien morflé. On pourrait nous annoncer d'ailleurs la suppression du couvre-feu. Ça, je vous le glisse au passage. En fait, ils ont moins morflé que ce qui était prévu, les restaurants. Parce qu'il y a le soleil. Il y avait beaucoup. Il y a deux types de restaurants. Je travaille beaucoup avec les restaurations parce que c'est mes clients pour l'essentiel. Il y a les restaurants qui font de la vente à emporter ou qui font les livraisons. Ceux-là ont bien résisté et mieux que ça, ils ont très bien gagné leur vie. Bon. En revanche, les restaurants de table, ils ont vraiment souffert à telle enseigne que je connais des restaurants qui ont 30 ans d'existence qui ont fermé leurs portes. Oui, moi j'en connais aussi. Alors, vu que tu as des clients qui sont des restaurateurs, tu leur poseras la question, est-ce qu'ils ont bénéficié des aides? Oui, et pourtant ils ont coulé, ils ont fermé la porte. Alors, il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer pourquoi il y a un souci. pas les défense, je te jure. Non, mais quand on t'accorde 20% de ton chiffre d'affaires... Oui, sur l'année. Non, oui. Mensuellement, on te donne 20% de ton chiffre d'affaires en aide. Ouais. Les restes... Alors, je vais pas être méchant parce que si je commence à sortir les dossiers, tu vas pas aimer. J'ai pas été payé. D'accord? Ils m'ont pas donné l'argent. Ils font des histoires à dormir de. Je parle des restaurants. Hein. Je parle de mon activité et d'autres. On n'a pas été payé. Pourquoi? Parce que ils ont utilisé tout un tas de subterfuges pour ne pas donner l'argent. Je suis d'accord avec toi, mais pas les restaurants qui ont réclamé pas les tous, aides. Pas tous. J'assure que non. Les seuls qui ont pas. Je parle pas de tes clients. Les seuls qui ont pas vraiment bénéficié à 100% des choses, ce sont les restaurants qui malheureusement ne déclaraient pas tout. Mais les restaurants qui déclaraient continuellement leur chiffre d'affaires touchaient 20% du chiffre d'affaires, alors que le chômage partiel était pris en compte. Je sais pas si les auditeurs comprennent ce que ça veut dire. Écoute bien ce que je te dis. Moi, j'ai des amis restaurateurs qui gagnent plus d'argent avec des aides parce qu'ils sont bien placés. Temps ouverts. Parce qu'ils sont bien placés. Moi, j'ai vu des restaurants ouvrir et parce qu'ils n'avaient pas 2 ans d'ancienneté, ils ont fermé. Ouais, moi j'en ai vu aussi. Et c'est de l'investissement. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, ceux-là, ils n'ont pas de chiffre d'affaires. Ensuite, je vais te donner un exemple très concret. La première vague, l'administration publique, donc les impôts, ne posaient pas de questions, ils donnaient l'argent immédiatement, sans poser de questions. Tu l'avais au bout de 3 jours. Là, il a fallu éplucher les comptes, il a fallu vérifier. Je me suis même posé la question de savoir si c'est pas une question de nom, tellement c'est abusé. J'ai demandé autour de moi, on a tous subi la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait très attention à ce qu'ils donnaient. Et quand les aides, tu parles de 200 000 euros, tombaient du ciel, effectivement, il fallait montrer patte blanche. Hein. En tout cas, quand tu avais des bons commissaires, des bons experts comptables, etc., qui t'accompagnaient, les 20%, juste sur le principe, de bons bilans. 20% du chiffre d'affaires, alors que ton chômage partiel est pris en compte,
C'est hallucinant. Moi, j'ai des amis et des clients restaurateurs qui ont bien gagné. Qui me disaient, mais en fait, c'est hallucinant de se plaindre. Je gagne plus d'argent que quand j'étais ouvert. Parce que lui, il avait de bons bilans. Il avait le bon bilan, le beau comptable, la bonne place. Qui allait bien, la règle, Sabrina, c'est 20% de ton chiffre d'affaires. Non, si t'es par exemple sous contrôle fiscal, non. Si t'as pas déclaré bien, non. Si moi, je connais des restaurateurs qui ont fermé. Mais moi aussi. Voilà. Qui ont fermé à cause de la crise. À cette antenne-là, j'ai été, je l'ai souvent dit, j'ai dit que le chômage partiel, c'était pas un salaire complet. Il y a aussi beaucoup de gens, ça a été, voilà, ça a été, il y a eu de grosses difficultés. 84%. Donc, 84% quand t'as déjà un petit salaire, c'est énorme. Et d'ailleurs, c'est encore en pratique le chômage partiel. Oui, mais tu parles des employés. Mais faut peut-être arrêter aussi maintenant que tout réouvre là, faut arrêter. C'est pas juste celui qui détient le restaurant, c'est aussi tout l'écosystème qui est autour. Je suis complètement d'accord avec toi, et notamment tous les gens qui travaillaient avec des contrats en CDD, des contrats vacataires. Je parle même pas des étudiants qui travaillent le week-end, qui se sont retrouvés sans aucun revenu. Je vais pas donner une leçon d'économie, je crois que tu connais suffisamment le sujet. Tu sais comment on appelle les entreprises qu'on appelle zombies. Oui. C'est les entreprises qui ont emprunté. Il faut savoir un peu ce qui est en train de se passer. Oui. Elles ont emprunté pour faire face à ce Covid et elles ne seront peut-être pas en mesure de rembourser la dette. C'est la raison pour laquelle l'État voudrait effacer cette ardoise. Mais il n'y aura pas de remboursement. Non. Il n'y aurait pas de remboursement. Je te le dis. C'est probable, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont emprunté au-delà de leur capacité. Il te le dit. Il n'y aura pas. Voilà. Non, c'est probable, c'est un prochain chemin. Pour être bien précis, pour que mes propos soient vraiment les plus clairs possibles. Oui, et puis il faut qu'on avance, les gars. On va pas passer la vie là-dessus. Les prêts garantis par l'État, qui ne sont pas de l'argent versé par l'État, mais versé par les banques. Absolument. Et les banques, en fait. Couvert à 90%. Comment ? Couvert pour 90% par l'État et 10% de la banque. Donc il y a une marge de risque. Et ce prêt garanti par l'État, à mon avis, ne sera pas remboursé ils vont demander à ne pas forcément rembourser et que ça sera étalé d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont déjà affiché. Ils disent au cas par cas, mais en réalité, ça sera ça. Direction le standard, les amis. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Avec Jamel qui est avec nous et je crois qu'il voulait rebondir sur les élections. Mon Jamel, comment ça va, mon Jamel ? Moi, je vais rebondir partout. Moi, rebondis partout. Vas-y, fais du Habina, vas-y. Vous entendez ? J'aurais pu. Voilà, pour faire bref, 3e injection, c'est possible de la prendre en ligne sur Doctolib. Le vaccin n'empêche pas les formes graves, mais les limites. Moi, j'étais fortement invité à aller me faire vacciner en tant qu'asthmatique. Voilà. Pour les restaurateurs, j'ai un ami que je salue, Khalidine à Franconville. Lui, en restauration rapide, au tacos pour pas citer, c'est une grosse galère. Ça se voit sur son visage, miskin. Et pourtant, il fait de la vente à emporter, mais c'est pas simple. Et ça fait partie des rares à avoir privilégié la santé de ses employés. Donc voilà. Après, ceux qui s'amusent à dire il y a de la place en réa, ces gens-là, il y a de la place chez Pôle emploi. J'y suis bien passé pour en parler. Ouais. Déjà, bonjour à toutes et tous. Merci, mon Jamel. Bonjour. J'ai enchaîné direct, là. Je suis chaud. Ouais, t'es chaud patate. Bon, ouais, Jamel. Ouais. Jamel. Vous allez bien ? Oui, ça va, mais est-ce que tu vas voter ? Écoute, moi, je vote tout le temps. Depuis que j'ai 18 ans, je vais toujours me déplacer, en tout cas. D'accord. Est-ce que pour les régionales, départementales, tu te sens concerné, tu vas aller voter ? Écoute, oui, bien sûr. Est-ce que tu as fait ton choix ou pas, Jamel ? Maintenant, il faut dire ce qu'il en est. Moi, j'ai pour habitude d'y aller, d'avoir des cartes de vote tamponnées. Maintenant, est-ce que je choisis un candidat ? En théorie, je suis pas censé le dire, mais je le dirais. Moi, c'est une enveloppe, malheureusement, avec un bulletin vierge. Le seul truc, c'est que ça, depuis très longtemps, j'ai l'impression que les écolos, c'est un peu plus sérieux que le reste. Après, voilà, un petit coucou à Philippe par là. C'est le seul qui tient la route, on va dire, Monsieur Bayou, là où je suis. C'est le seul qui m'a titillé l'idée, l'esprit, mais est-ce que je vais aller voter pour lui ? Je ne sais pas. Est-ce que j'irai voter ? Oui. D'accord, merci Jamel. Merci Comme on a dit, il faut une refonte. Je pense qu'on a trop banalisé l'abstentionnisme. Et après on vient crier barrage Le Pen. Moi j'ai connu le barrage de 2002 avec Jean-Marie, n'est-ce pas ? Ouais, mais ce barrage il fonctionne plus, ça y est, ce chantage ne fonctionne plus. Moi je fais partie de ceux qui ont dit non, j'ai bougé mes fesses au premier tour. Je vois pas pourquoi je vais aller voter pour Jacques Chirac si c'est pas mon candidat de cœur. Au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. C'est ce qui voilà. Ouais. Merci mon Jamel en tout cas. Par défaut plutôt que par qualité et de programme. C'est vraiment ça. Donc je pense qu'il faut se bouger un peu plus les fesses de part et d'autre pour resensibiliser les gens. La plupart ils s'en fichent d'aller voter. Et c'est grave. Donc le rendre obligatoire, ça me fait un peu suer
parce que c'est quand même un droit qu'on a, mais c'est un devoir d'aller voter. On revient encore une fois au droit et au devoir. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué dans l'école de la République, et par mon papa, Rahma aussi. Voilà, hein, il a jamais eu le droit de vote aux élections locales, alors qu'il a toujours payé, que ce soit financièrement ou de par sa santé. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc pour moi, c'est une chance de pouvoir ouvrir ma bouche, et je le fais assez souvent, et j'en suis fier. Merci mon Jamel, on t'embrasse. Je ferai un dernier petit coucou aux gens de Baraka City. Gamal, il sait de quoi je veux parler. Ah bon, quoi, je fais un petit coucou parce qu'ils ont été dissous et que les gens sont encore en galère. Ouais. Sont encore en galère et ils touchent rien. Et moi, je eu le cas ce matin à Pôle emploi. Donc, je leur fais un grand coucou. Et à tous ceux qui sont en galère aussi. Ok, ça marche pour Jamel, merci beaucoup. 01 40 33 9000. Sabrina, il y a un client potentiel là. Bah écoute, je vois ça, il a bien raison. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'aller voter contre, mais avoir des programmes et des programmes politiques qui inspirent en fait un nouvel espoir et du renouveau en matière de pratique politique aussi, parce qu'il n'y a pas que le projet, il y a aussi la manière dont on fait de la politique. Farid. Tu sais, juste pour finir, nous on dit un truc, on a une espèce de principe en fait chez les écolos, c'est qu'on dit, tu vois, c'est pour ça que nous on n'est pas pour la révolution chez les écologistes, on est pour la transition, parce que nous en fait on dit que la manière dont on prend le pouvoir détermine la manière dont on l'exerce. Dernière question, Gamal et Farid, est-ce que vous pensez que les écolos pourront faire, pourront être la surprise de 2022, Jadot, est-ce que vous le sentez? Farid. Je crois qu'à cette antenne, j'avais dit que potentiellement les écolos pourraient vraiment ravir l'élection présidentielle. Ouais. Mais je pense que le malheur des écolos, ce sont les écolos tout simplement, quoi. Et que je pense qu'ils ne laisseront pas... Je vais m'expliquer parce que ça ne veut rien dire ce que je dis là, mais le candidat qui s'est lancé sans l'aval officiel, si je ne dis pas de bêtises, sous couvert de Sabrina, qui est Jadot, c'est ça. Pour l'instant, il est, on va dire, celui qui est le plus compatible pour rassembler, on va dire, le plus large. Et le rassemblement, il ne se fait pas à gauche, mais il se fait essentiellement au centre-gauche, voire même au centre-droit. Je ne suis pas sûr que les écolos qui sont parfois issus d'une idéologie qui n'est pas forcément écologiste lui laissent le chemin tranquille. Donc, à mon avis, ils vont s'entretuer par eux-mêmes. Gamal? Pour ma part, je considère que j'en ai parlé avec Sabrina tout à l'heure, sans être méchant. Moi, j'aime bien les écolos parce qu'ils ont une lecture de la société qui est intéressante. Par contre, je considère qu'effectivement, ils n'ont jamais été capables de produire un leader charismatique qui a un discours tranché. Aujourd'hui, on est sur de l'écolo mou. On est sur de l'écolo qui n'ose pas taper. On est sur de l'écolo qui n'a pas compris que la politique aujourd'hui, c'est surtout du populisme. Et j'ai déjà discuté avec quelques responsables en disant c'est bien d'être flower power, mais ça ne marche pas. Si vous voulez toucher le cœur des gens, il faut taper l'adversaire. Et aujourd'hui, les écolos, ils sont encore dans le flower power. On est mignon, on est sympa, on aime la nature, on est pâquerettes, on est contre le nucléaire, mais on n'a pas compris qu'il faut parler au cœur des gens. Donc je pense que ce candidat ne fera pas l'affaire. Sabrina Sebaï, réponse. Déjà, juste peut-être pour rectifier un petit peu, alors Yannick Jadot, effectivement, il est candidat en tout cas aujourd'hui à la primaire des écologistes. Hein. Il s'est pas encore déclaré candidat à la présidentielle, puisqu'il y a un processus de désignation en interne, en tout cas dans le pôle écolo aujourd'hui, dont fait partie Europe Écologie Les Verts. Bon, je te trouve un peu dur, Gamal, avec nous, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'élus et de grands élus qui sont aujourd'hui maires de grandes villes et qui montrent, en fait, qui sont capables aujourd'hui d'exercer aussi le pouvoir dans des exécutifs de villes de taille très importante. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables, je dis qu'ils ne sont pas capables de convaincre. Peut-être à la présidentielle uniquement, je ne parle pas du local. Hein. La présidentielle, on n'est pas encore dans la campagne de la présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont encore la tête dans le Covid. On vient à peine de sortir de cette année qui a été difficile. Il y a des élections qui vont arriver. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a des choses, on a besoin de s'améliorer, certainement, de parler au cœur des Français. C'est une certitude, mais tout n'est pas perdu. Moi, je garde espoir pour 2022. Sabrina Sebaï, Gamal Abina, Farid Tabsamani, dans un instant, Macron qui souhaite éventuellement, qui émet l'hypothèse de... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et tout au long de la semaine, France Maghreb 2, à l'image de quelques centaines de radios françaises, vont fêter à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 100 ans de la radio. L'occasion de parler de ce média que vous consommez, que vous écoutez régulièrement, à l'image de France Maghreb 2, qui en profite aussi pour fêter ses 34 ans d'existence sur la bande FM parisienne. Avant la bande FM, il y avait les grandes ondes. Vous vous souvenez peut-être, je ne sais pas si vous êtes, vous avez l'âge de vous souvenir de votre grand-mère qui écoutait RTL sur les grandes ondes comme moi, par exemple. Et puis l'arrivée de la FM et des radios libres dans les années 80, c'était waouh.
incroyable ce qui se passait à la radio. C'est des choses qu'on ne pourrait plus écouter aujourd'hui. Hein. Mais bon, Carbone 14, tout ça, voilà, c'était extraordinaire. Et aujourd'hui, l'arrivée de la radio numérique terrestre, bref, tous ces acteurs qui ont fait et qui font la radio passeront à notre micro, Tarek Pami et moi, tout au long de la semaine, à 18h15, 8h20 et 11h20 tous les jours sur France Maghreb 2. Notre premier invité sera Alain Liberty tout à l'heure, qui est le président du CIRTI, qui est le syndicat donc des radios et des télévisions françaises, par lequel d'ailleurs est passé monsieur Tarek Pami. On en reparlera tout à l'heure à 18h15. Pour l'heure, Farid Tabsamani, Sabrina Sebaï et Gamal Abina sont avec nous. On va parler maintenant d'Emmanuel Macron et de la politique étrangère et du Mali en particulier. C'est vrai que la France est très impliquée au Mali, on a nos troupes qui sont là-bas. Sauf que Emmanuel Macron a émis l'hypothèse de pouvoir rapatrier tout le monde, puisque il s'inquiète de l'islamisation du Mali. Que faut-il faire, Farid Tabsamani? Tu es Emmanuel Macron, tu fais quoi? Tu ramènes les troupes à la maison? Tu fais quoi? Non, je te rassure, il n'y aura pas de troupes ramenées à la maison. Il y en aura même davantage, à mon avis, qui seront déployés. Il n'a pas dénoncé l'islamisation, Christophe? Il a parlé d'un problème d'islamisation. Non, il a parlé de radicalisation du pouvoir. Et en fait, il faut creuser un peu plus. Quand Emmanuel Macron dit ça, il faut creuser un peu plus la situation. La situation, il y a eu coup d'État sur coup d'État, premièrement. Ouais. Dans l'hypothèse... Parmi les gens qui ont pris le pouvoir aujourd'hui dans le coup d'État, il y a une volonté parmi certains. Alors, je parle de la version officielle et après la version un peu officieuse. Il y a une version qui consiste à potentiellement vouloir négocier avec les djihadistes qui arrivent du Nord. On parle d'un pays qui est immense. On parle d'un pays dont les frontières ne sont pas historiques, celles du Mali, mais qui sont imposées. La petite histoire, la vérité, c'est ça. C'est que les frontières qui sont imposées, en fait, par l'ancienne puissance coloniale qui était la France, notamment avec la frontière, au Nord, avec la frontière algérienne, notamment. Et donc, du coup, il y a un problème djihadiste dans toute cette zone-là. La France a pris part dans le règlement, elle n'y arrive toujours pas grâce au conflit armé. Et la difficulté, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir par le putsch du putsch, veulent en partie négocier avec ces djihadistes-là. Mais le problème, c'est que ces djihadistes-là, quand on les connaît, alors là, du coup, qu'on soit Macron-compatible ou pas Macron-compatible, quand on connaît à peu près l'idéologie, elle est effectivement une idéologie tout simplement radical. Et du coup, effectivement, la France ne le souhaite pas. Ça serait un tollé pour elle. Et la version officieuse, c'est que celui qui a fait le putsch dans le putsch, il l'a organisé d'une capitale européenne qui s'appelle Moscou. Donc du coup, il y a un enjeu géopolitique au-delà même du Mali. Malheureusement, les Maliens sont les premières victimes. Je rappelle, parce que les gens ne le savent pas, c'est qu'il y a du racisme dans cette zone-là. Vous avez une communauté, l'ethnie Peul, qui souffre énormément. J'ai à cette antenne beaucoup parlé, notamment lorsqu'on parlait du Sahel. La question, d'ailleurs, c'est l'histoire en fait est toujours un éternel recommencement. On avait beaucoup parlé des comment on appelle ça, des Touaregs. Ouais. Les Touaregs qui avaient été abandonnés, il faut le dire, notamment par la France à l'époque, en tout cas qui n'avaient pas été jusqu'au bout de sa promesse, donc qui subissaient beaucoup, et c'est la raison pour laquelle les Touaregs se sont associés momentanément à l'époque avec les djihadistes. Les djihadistes, pour faire très court, qui sont, sans aller jusqu'à la fin de la guerre civile en Algérie, qui sont une partie des gens qu'on a dit aller un peu plus au sud, faire un peu plus de business, mais surtout qui ont beaucoup pris en termes de puissance avec le conflit en Libye, puisqu'ils ont récupéré énormément d'armes. Et puis, il y a Boko Haram un peu plus au sud. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire une jonction parmi les djihadistes. Donc, l'enjeu, il est véritablement là-dessus. Je refais la petite parenthèse sur pourquoi Barkhane et pourquoi François Hollande avait envoyé des troupes françaises pour pouvoir maintenir les djihadistes au nord Mali, puisqu'ils avaient dépassé la région de Mopti. Et l'idée, c'était qu'une fois qu'ils avaient fait Gao, Mopti, s'ils arrivaient en face de Bamako, techniquement parlant, il y avait les pistes d'atterrissage étaient moindres au sud de Bamako, donc du coup, même si les Français ou les Américains ou qui que ce soit voulaient intervenir, ça serait plus délicat. C'est pour ça que les Français ont eu l'ordre par les services de renseignement américains d'intervenir à l'époque, à la seconde, ce que François Hollande a fait, une des rares choses qui est faite de bien. Mais pour revenir aux Peuls, les Peuls subissent en ce moment énormément comment dirais-je, d'attentats. Et donc, du coup, vous avez dans la population malienne une difficulté, et les djihadistes et les Peuls vont petit à petit
j'espère que non, pas tous, en tout cas petit à petit, s'allier d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a certains villages qui commencent à s'allier avec un certain nombre de djihadistes, et ça fait peur beaucoup aux Maliens eux-mêmes, et surtout à toute la région. Et je vous rappelle que la France n'a jamais quitté véritablement ces zones-là. C'est pour ça que je ne crois absolument pas. Pourquoi cette déclaration de Macron alors ? Je pense que c'est une manière. C'est quoi ? Non, c'est une manière de mettre la pression pour que les choses. Parce qu'en vérité, le putsch dans le putsch, ça plaît à tout le monde, à personne. La difficulté, c'est que Macron est pris à son propre jeu parce qu'il a validé un putsch au Tchad, et là, celui-ci, il le valide pas. Donc, du coup, il faut bien faire un peu de communication d'une certaine manière. L'enjeu, il est pas du tout de la communication. L'enjeu, il est beaucoup plus profond. Moi, j'y crois pas du tout à ces menaces-là. Bien au contraire. Pour une raison, alors, purement pour une raison morale et une autre économique. Morale, c'est qu'en fait les armées à part l'Algérie au nord, n'a pas beaucoup de place dans ce genre de choses. La morale n'a pas beaucoup de place. Non, alors je parle de moi en tout cas. Moi, je considère qu'il faut pas que la France abandonne ces territoires-là parce que le Mali n'a pas une puissance militaire suffisamment importante. Je rappelle que dans la région, à part l'Algérie, il y a très peu de pays qui ont une puissance qui valent le coup. Et les djihadistes sont véritablement très armés. On l'a vu dans d'autres régions du Sahel. Et la deuxième chose, elle est purement économique, c'est que toute cette zone-là, les gens ne le disent pas assez. On ne le dit pas assez, mais il y a notamment un pays qui nous permet aujourd'hui, là, dans ce studio, de pouvoir communiquer entre nous et de pouvoir que les auditeurs puissent entendre ce que l'on raconte. Ça s'appelle le Niger, effectivement, Kamal. Le Niger, je le dis, est un pays magnifique, mais qui a la particularité de fournir quasiment, j'allais dire 100% de l'uranium qu'on utilise pour nos centrales nucléaires, effectivement. Et c'est ce qui permet au pays, qui est la France, d'avoir une industrie et une économie potable. Parce que sans ce nucléaire-là et sans l'uranium du Niger, eh ben, on ne paierait pas l'électricité que l'on paye aujourd'hui. Donc, bon, là, c'est un des éléments économiques, mais il y en a d'autres, effectivement. Je vais compléter quand même. Il y a 2-3. Bon, je suis pas d'accord sur tout, évidemment. Il y a des choses. Bon, ce qu'il a dit sur un plan historique, on peut compléter. D'abord, il faut d'abord expliquer quels sont les rapports de force. Le Mali, il y a effectivement, tu as rappelé les Touaregs. Les Touaregs qui ont revendiqué une séparation du Mali parce qu'ils se sentaient, pour des raisons historiques, exclus et considérés comme étant des ennemis. Pourquoi ? Parce que les Touaregs ont dit, donc c'est les Berbères du sud de l'Afrique du Nord, ont dit qu'ils ont participé à la traite négrière. Ce qui est vrai. Ils ont participé à cette traite de façon très limitée. Mais les Maliens considèrent pratiquement qu'ils ont été leurs esclavagistes, ce qui est une perspective de l'histoire qui est fausse, mais qui aujourd'hui est relevée. Donc il y a d'un côté une volonté sécessionniste, de l'autre côté le GSPC, donc c'est le groupe salafiste pour la prédication et le combat, qui est une émanation du GIA algérien, qui a été poussé vers le sud de l'Algérie, parce que l'Algérie avait commencé à gagner sa guerre contre les islamistes, et qui s'est transformé en AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et pourquoi ? Parce qu'il y a Ben Laden qui avait lancé son Al-Qaïda. Et par la suite, c'est devenu une sorte de nébuleuse islamiste, un petit peu, qui essaie de faire des jonctions avec effectivement Boko Haram, qui se trouve un peu plus au sud. Et toutes ces convergences comme ça de mouvements violents ont bénéficié, et là tu as raison, à plein de la destruction de la Libye par, merci la France, par Monsieur Sarkozy. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils sont très armés, très mobiles. C'est des katibas, littéralement, c'est comme ça qu'on les appelle en Algérie, qui ont l'habitude du combat dans le désert, puisqu'ils connaissent maintenant bien la place, et qui ont facilement défait l'armée du Mali, qui est une petite armée, comme toutes les armées africaines en règle générale, c'est pas de grosses armées à part le Nigeria et l'Algérie, c'est bien de le rappeler, et bien sûr l'Égypte, qui est le monstre de la région. Donc, tous ces rapports de force se sont faits que, d'un côté, le front qui veut l'indépendance du Nord-Mali a fait alliance provisoire avec le GSPC, qui ont commencé à attaquer jusqu'à Bamako. Ils allaient sur Bamako. Que Hollande, pour des raisons, et là, c'est pas des raisons humanistes, mais bien des raisons, tu avais fait le rappeler, c'est les États-Unis qui ont dit il faut intervenir pour en finir avec ces mouvements-là, parce que c'est dangereux pour eux, AQMI. Hollande envoie ses troupes là-bas. Les Algériens ne veulent pas sortir les frontières parce qu'ils ont un principe qui est lié à la révolution. On ne sort pas des frontières, alors que l'armée algérienne est très puissante et aurait pu les défaire. Ça a changé maintenant. Oui, enfin, ça a évolué, mais ils vont pas nouvelle constitution, ça permet. Mais juste pour finir ce que je dis, aujourd'hui le rapport géopolitique il est clair. La France, qui est une puissance néocolonialiste dans la région ouest africaine, ne veut pas perdre ses mines de pétrole, d'uranium. Donc tu n'y crois pas au fait que Macron puisse rapatrier tout le monde ? Même en rêve ou en cauchemar, il n'y a aucune chance. Macron ne fera jamais ça parce que de toute façon ses généraux lui interdiraient. Parce qu'il y a des bases au Mali, parce qu'il y a des bases au Nigeria, au Niger, parce qu'il y a des bases évidemment dans l'Afrique de l'Ouest en général, Bénin, Côte d'Ivoire, bref, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que la France interviendra toujours si le dirigeant qui est au pouvoir ne fait pas ce qu'on lui dit de faire.
Au Tchad, le dirigeant était aux ordres, il n'y avait pas de problème. Au Mali, ils ont commencé à montrer qu'ils jouent un peu les intéressants. La France intervient. La question, en politique, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, si quelqu'un est d'accord avec vous, c'est votre pote. S'il n'est plus d'accord, vous le détruisez. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, on est dans un pays, effectivement, qui est fragilisé, qui est littéralement dirigé par les troupes françaises. C'est la France qui dirige la sécurité du pays, donc il dirige le territoire, et qui aujourd'hui a fait un coup d'État parce qu'effectivement, ils ont cru que c'était possible. Alors maintenant, Macron qui prétend partir, j'y crois pas parce que je ne vois pas, et à part par la force, je ne vois pas un seul territoire de lequel la France est partie aujourd'hui. Sabrina Sebaï, est-ce que tu partages l'avis de tes camarades? Écoute, moi je partage dans le sens où je ne crois pas du tout au départ de la France du Mali. Je rappelle qu'au départ, effectivement, ils étaient partis pour stabiliser la région du Sahel. Donc partir aujourd'hui, ça serait déjà synonyme d'échec. En fait, ça serait un aveu d'échec de dire, maintenant qu'il y a les coups d'État, en fait, on avoue notre impuissance à stabiliser cette région. Donc pour cette raison-là, moi j'y crois pas du tout. Et en plus, il y a des intérêts économiques, ça a été évoqué. Moi, je ne les vois pas du tout renoncer à tout l'uranium dont on a besoin, dont la France a besoin aujourd'hui, vu l'énergie nucléaire qu'on utilise. Donc, je n'y crois pas du tout. Par contre, ce qui est très étonnant, ce qui questionne en tout cas la diplomatie française, c'est que visiblement aujourd'hui, les coups de pression ou les rapports de force se font à coups de Twitter et d'annonces par les médias, et que en fait, la diplomatie, on se demande un peu quel rôle elle joue aujourd'hui dans la nébuleuse française. Alors, je posais la question différemment. Farid, faut-il partir du Mali maintenant? Alors, ou alors pas avant d'avoir peut-être passé le lien avec l'armée malienne pour qu'ils soient prêts à affronter justement tous ces groupes terroristes. Non, mais idéologiquement et moralement, j'ai envie de te dire, bien sûr qu'il faut en partir. Il faudrait laisser ces pays, en tout cas, agir tout seul, eux-mêmes, effectivement. Après, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le Mali, un pays que je connais un petit peu, n'a pas les moyens objectivement de survenir, de limiter, si vous voulez, l'avancée des djihadistes seuls. Ça, c'est une évidence. J'aurais préféré que d'autres pays africains les accompagnent dans ce sens-là. Malheureusement, Gamal l'a parfaitement dit, les armées africaines sont relativement faibles, à part quelques pays, l'Égypte, l'Algérie, et peut-être un peu l'Afrique du Sud, mais le reste des pays, le Tchad, malgré tout, et la difficulté, pourquoi d'ailleurs, petite question, pourquoi Emmanuel Macron s'était empressé d'aller adouber. Et d'ailleurs, pour moi, ça me fait toujours rire parce que quelque chose que je connais un petit peu, mais quand on dit la France-Afrique, ça n'existe plus. Quand Macron adoube clairement le fiston de paix à son âme d'Idriss Déby, on peut pas faire plus France-Afrique que ça. Alors, tu as raison de dire qu'il faut faire une nuance entre la France-Afrique qui n'existe plus et la France-Afrique qui a peut-être un peu perdu de son influence. Non, en fait... Bon, je veux pas. C'est pas exactement la même chose. La France-Afrique, en fait, les gens pensent que la France-Afrique, c'est quelque chose c'est la France. En réalité, la France-Afrique, c'est essentiellement africain. C'est pour ça que les gens font un amalgame là-dessus. Non mais un petit jeu de mots. Vas-y. La France-Afrique, c'est ça le rapport. Oui, mais même ça, c'est plus le cas. Sur l'uranium, tu l'as dit tout à l'heure toi-même, s'il n'y a pas d'uranium... Sur l'uranium, par exemple, tout à l'heure, quelqu'un a parlé des mines que la France exploiterait, etc. C'est complètement faux. Aujourd'hui, au Mali, l'essentiel des richesses minières du Mali, c'est quoi? C'est l'or. Oui, mais c'est des tarifs préférentiels, t'es d'accord? Mais la France n'exploite quasiment rien. Elle n'exploite pas. Mais... Comme or au Mali. Je veux dire, c'est des Israéliens, c'est des Canadiens, c'est des Australiens. Oui, c'est connu. Et en réalité, il y a un enjeu politique en ce moment qui est en train de s'élaborer, toujours à partir de la Libye d'ailleurs. C'est deux pays qui sont la Russie et la Turquie, qui essayent de se positionner dans un certain nombre d'autres pays. Le problème en Centrafrique, puisque la Centrafrique, on n'en parle pas assez, la Centrafrique, dont Idriss Déby, paix à son âme, a volontairement fait en sorte de déstabiliser, la Centrafrique aujourd'hui est complètement dépassée, et la France est complètement dépassée en Centrafrique, puisque la Russie a mis plus qu'un pied. Et en fait, la Chine aussi est un acteur important en Afrique. Non, militairement, non. La Chine, c'est l'économique. C'est économique, effectivement. Militairement, à part sa base à Djibouti, pour l'instant... Non, c'est économique, on est d'accord. La Chine, en fait, sous-traite à la France, notamment, c'est approvisionnement économique dans la sécurisation de son acheminement. Mais vous avez la Russie et la Turquie qui sont aujourd'hui de plus en plus présents. Et au Mali, en fait, ce qui se passe, c'est exactement ça. Le colonel, le général qui est aujourd'hui président de la transition, d'une certaine manière, il a été... Alors, petite parenthèse, c'est un secret pour personne, il a été formé d'abord par les Américains, par la CIA, mais dernièrement, bizarrement, en fait, c'est ce qui inquiète les Français, d'où la réflexion de Macron, c'est qu'il a été
entre guillemets, préparer ce coup d'État en Russie, à Moscou. Ouais. Et qui dit préparer, ça veut dire que derrière la logistique, des conseils, des conseils militaires et tout, bien sûr. de l'armement. Je rappelle que malgré tout, d'un point de vue militaire, l'Algérie est toujours alliée historiquement à la Russie, qu'il y a une grande frontière commune avec le Mali, que pour moi, et j'en terminerai là-dessus, que le véritable pays qui peut régler une grosse partie de ce souci malien, ça reste l'Algérie. Absolument. Pour moi, moi, c'est pour ça qu'ils se positionnent aujourd'hui. C'est une évidence. Les Algériens n'ont pas voulu jouer le jeu parce qu'ils avaient des problèmes intérieurs qui font qu'en fait, ils n'ont pas voulu aller au-delà de ça. Ça a changé. Hein. Ils sont On le verra sur la scène diplomatique. Hein. On le verra. Moi, aussi bien sur la Libye que sur le Mali, d'ailleurs. Mais ils reviennent dessus, ouais. On verra. Ouais. On verra. Je pense qu'aujourd'hui, c'est trop tard. Mais ça n'est que mon avis. Bonne transition, mon Farid. Ouais. Merci beaucoup. Pour parler justement de l'Algérie, avec des nouvelles conditions et la réouverture partielle des frontières à partir de demain. Grosse queue devant Air Algérie cet après-midi à Paris, mais aussi à Marseille. Le problème, c'est que les centres étaient fermés. Donc tout se passe sur Internet. Nouvelles conditions, on va tenter de vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui ont circulé, notamment relayées par quelques irakistes, sur les conditions d'entrée sur le territoire algérien. On vous donne vraiment les informations toutes fraîches, telles qu'on a eues, et qui sont valables à partir de demain, sachant qu'elles peuvent évidemment évoluer. Hein. C'est là une stratégie qui a été faite par l'Algérie, de ne pas avoir réouvert les frontières depuis le début, c'est-à-dire de les avoir laissées fermées, à l'image de ses deux voisins, le Maroc et la Tunisie, qui eux ont fait le choix de les laisser partiellement ouvertes pour des raisons qu'on peut facilement imaginer, le tourisme, sauf que le Maroc a refermé et pourrait les réouvrir partiellement à partir du 10 juin selon les dernières informations. On va faire le point sur tout cela avec justement cette stratégie qui a été choisie par l'Algérie et beaucoup de contestations, beaucoup de protestations finalement face à ces nouvelles mesures d'entrée sur le territoire algérien à partir de demain 1er juin. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors quelques minutes pour être plutôt dans le côté informatif pour le coup, puisque vous le savez, quelques pays ont fait le choix, comme l'Algérie, de fermer ses frontières depuis le début de la pandémie de la Covid-19, donc depuis mars 2020. Et puis il y a, à partir de demain, une ouverture potentielle, partielle plutôt, qui permet aux Algériens de pouvoir retourner voir leur famille ou aller passer quelques vacances en Algérie à partir de demain. Alors comment ça va se passer concrètement ? Déjà, il n'y a pas beaucoup de vols par semaine, au départ de Paris, de Marseille, d'Istanbul, de Barcelone, et j'ai oublié une ville je crois. Voilà, ça c'est acté. Pour le coup, comment ça se passe ? Vous allez en Algérie, eh bien il va falloir payer donc un billet déjà qui est bien cher, à peu près 650 € pour au départ de Paris. Plus un pack qui est à disposition donc sur internet, un pack qui s'ajoute au prix du billet d'avion, qui comprend quoi ? Le test PCR qui vous sera demandé en Algérie à votre frais, plus 5 nuits d'hôtel. Ça c'est d'isolement obligatoire pour tout le monde, sauf pour les étudiants, sauf pour les enfants de moins de 12 ans, et sauf pour, et là ça pose un peu problème parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, les personnes âgées à faible revenu. Comment ça va se passer ? Voilà. Alors, juste sur la stratégie donc, de l'Algérie, qui, faut le rappeler, à l'image des voisins, mais pour des raisons diverses, ont choisi de laisser les frontières fermées. Est-ce que pour le coup, maintenant que l'Algérie, il semblerait, je parle au conditionnel, que le virus s'en soit débarrassé, est-ce que ça a été finalement une bonne stratégie, Gamal-Avina peut-être que l'Algérie est un petit peu précautionneuse quant à faire revenir des gens de l'étranger. Alors, d'abord, la stratégie était excellente. Merci Hirak, c'est grâce au Hirak en réalité, parce que la pression populaire a fait qu'il y a eu des réformes très importantes qui ont été conduites et que l'État est à l'écoute du peuple. Duquel Hirak tu parles ? Parce que moi, il n'y en a qu'un seul, c'est le premier. Oui, d'accord, on est d'accord. Donc, ils ont fait une pression tellement forte que maintenant, les autorités font attention. Alors, ce qui se passe, c'est que pour une fois, que les Algériens prennent un bon modèle, qui est le modèle chinois, ils ont choisi de sacrifier le tourisme. Ils ont mis 25 000 Algériens à l'extérieur des frontières, malheureusement pour eux, mais ils ont protégé le pays. Parce que là, Hirak est revenu, le nouveau Hirak, et beaucoup de gens se côtoient, et si le virus était encore aussi virulent qu'il l'a été, et c'est plus le cas aujourd'hui, il y aurait des milliers de contaminations. Donc on a échappé au pire. Avec un système de santé catastrophique en Algérie. Parce que malheureusement, oui, ça c'est pas enfin, en Afrique en général, oui, pays africains. On parle de l'Algérie. Oui, en Algérie c'est particulièrement catastrophique parce que les médecins sont ici. Ils sont partis, il y en a 15 000 en France. Donc moi je félicite pour ça. Ouais, d'accord. Sabrina.
Oui. Sur l'Algérie, sur le fait justement qu'elle ait choisi de fermer ses frontières et qu'elle choisit de manière précautionneuse de réouvrir les frontières. C'est vrai, rajoutant un petit peu à la charge de celui qui souhaite se rendre en Algérie des frais supplémentaires. Le fait qu'ils aient fermé les frontières, moi je trouve qu'ils ont été un peu réalistes dans le sens où ils ont fait avec les forces, on va dire, en matière d'hôpital, d'infrastructure, etc. Donc c'était un peu compliqué pour eux. S'ils avaient eu des grosses vagues comme dans d'autres pays, peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux à gérer. Donc je comprends le fait de dire on ferme pour éviter une propagation du virus trop rapide qu'on ne serait pas capable de gérer. Mais là, pour le coup, je t'avoue que je suis pas hyper convaincue par le dispositif qu'ils ont mis en place parce que il y a d'autres pays qui ont rouvert leurs frontières et qui acceptent les tests PCR comme c'est fait aujourd'hui. Donc, avant d'aller à l'aéroport, tu fais un test PCR pour prendre l'avion. Je pense que ça justifie large... Enfin, ça suffit. En fait, tu n'as pas besoin de rajouter 5 jours d'hôtel, plus un test PCR là-bas, etc. Ça alourdit la procédure. On ne comprend pas très bien pourquoi, puisqu'a priori, si ton test PCR il est négatif quand tu pars d'ici, je ne sais pas pourquoi, entre-temps, il deviendrait positif en arrivant là-bas. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de tricheurs. Oui, il y a eu beaucoup de tricheurs. Je vais rappeler quand même un épisode, Sabrina, très important. Un épisode qui s'est passé fin février. Ce sont des Algériens venus d'Angleterre qui sont passés par la France pour se rendre en Algérie. Vous savez qu'il y a eu toujours ce système de rapatriement effectivement qui était possible, sauf qu'ils n'avaient pas déclaré aux autorités algériennes qu'ils venaient d'Angleterre. Et quand ils sont arrivés à Roissy, ils ont fait mine de dire oui, on nous empêche d'aller en Algérie. Non, c'est pas on nous empêche d'aller en Algérie, c'est que vous avez caché le fait que vous venez d'Angleterre et que l'Algérie avait fait le choix de ne pas faire venir de ressortissants depuis l'Angleterre. Donc il y a eu tricherie. Et après, ils ont fait mine de. Les frontières étaient fermées. Oui, mais il y avait quand même la possibilité d'y aller. Il n'y a pas que ça, c'est que c'est des résidents, parce que les Algériens avaient autorisé le retour des Algériens d'Algérie. Oui. Alors que eux, c'était des résidents anglais qui voulaient aller en Algérie. C'est ça, oui. C'est autre chose. Là, ils ont fait leur cinéma pendant plusieurs jours. Pour en faire une généralité et sanctionner. Oui, mais il y a eu des tricheurs, Sabrina. Il y a eu beaucoup de tricheurs. Sur le test PCR, c'est pareil. Alors, le test PCR, pourquoi l'Algérie ne reconnaît pas le test PCR, par exemple, qu'on peut faire en France? Parce qu'on nécessite d'en refaire un autre là-bas. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Moi, je vais être très clair. Un test PCR de moins de 36 heures, c'est à peu près ça ce qu'ils demandent. Oui. Et là, je suis désolé de te dire, je rejoins les autorités algériennes. Si vous faites un test PCR qui a moins de 36 heures et que vous chopez le virus 2 heures plus tard, vous le portez et il faut 5 jours pour l'évacuer. Donc, il est logique que les Algériens prennent des dispositions. Donc, d'accord, ok. Non, mais j'entends, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, les gens, il y a beaucoup de protestes, les gens sont énervés. Et font voilà, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas vu leur famille depuis très très longtemps. Pour autant, voilà, la stratégie algérienne, Farid, qu'est-ce que tu en penses, alors que par exemple le Maroc a réouvert assez rapidement et puis a dû refermer parce que voilà, oui, ça a été. Alors, si je dois émettre un avis sur la stratégie algérienne, moi je pense qu'elle est tout à fait louable puisqu'elle protège sa population. Merci. Personne ne pourra reprocher. Ça, beaucoup de monde l'oublie quand même. Non, mais ils protègent leur population. Ah oui, ce que les gens oublient de dire, c'est que lorsque vous vivez en France, en Angleterre, etc., vous ne faites plus partie de la population algérienne. Vous êtes une nationalité algérienne résidant à l'étranger, mais la population algérienne, moi je pense que les autorités algériennes ont été très justes. Et ils ont eu peur, d'ailleurs comme le Maroc a eu peur des nouveaux variants, on parlait tout à l'heure des variants, des nouveaux virus qui arrivaient, et c'est tout à fait louable à ces pays-là de dire nous ne sommes pas capables d'assumer d'un point de vue sanitaire, etc., un certain nombre de choses, on ne va pas se priver. Je rappelle que quasiment tous les pays de la planète ont fait quasiment la même chose, la France un peu moins pour des raisons idéologiques, mais les États-Unis ont été les premiers, etc. Maintenant, sur les mesures qu'ils donnent pour pouvoir rentrer sur le territoire, moi, je pense qu'elles sont essentiellement dissuasives. Ouais, elles sont dissuasives, on est d'accord. Elles sont dissuasives. Pour dissuader un maximum de gens. Après, un peu de patience, dans 2 mois, tout ça, c'est fini. Oui, voilà. D'ici quelques mais semaines, effectivement, elles sont dissuasives. Moi, je pense à tous ces gens qui, malheureusement, n'ont pas les moyens. Bon, comme vient de le dire Gamal, je pense qu'il faut être, pour ceux qui le peuvent en tout cas, être patient.